Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce webinaire Pacte en faveur de la haie qui est prévu pour durer 2 heures. Je suis Baptiste Sanson de l'équipe Salariat FAC et je vous présente les excuses de Philippe Hiroux, président, qui a un empêchement pour être avec nous aujourd'hui, mais qui du coup m'a chargé de vous dire les petits mots qu'il vous aurait souhaités. Donc, on va vous rappeler les objectifs de ce webinaire. Ce webinaire, il vient quelques jours après le webinaire du 16 février, vendredi dernier. On était extrêmement nombreux à l'invitation du ministère des DRAF et puis des têtes de réseau nationales à participer à ce webinaire organisé par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire qui nous a présenté le cadre d'instruction nationale d'un futur dispositif de soutien à la plantation et à la gestion durable. Alors pourquoi organiser un deuxième webinaire quelques jours après, vous me direz. On a souhaité avoir un temps d'échange, cette fois interne au réseau AFAC. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce webinaire est réservé aux adhérents AFAC, mais on salue aussi les quelques personnes qui seraient invitées en plus. Pourquoi ce temps d'échange? D'une part, ça nous semblait intéressant d'avoir un temps de retour sur tout ce que nous a présenté le ministère, de pouvoir vous partager ce que du côté AFAC national, on voit comme avancée importante dans ce dispositif, en souligner tous les bons aspects, mais également, surtout, partager les retours d'expérience de structures du réseau qui font des pratiques vraiment très intéressantes dont elles vont pouvoir nous témoigner, qui ont fait leurs preuves et qui nous semblent être des choses dont s'inspirer pour probablement gagner du temps dans vos réponses aux appels à projets. Donc c'est vraiment ça le cœur de l'état d'esprit de ce webinaire, vous faire gagner du temps, faciliter vos réponses. À la suite du temps d'échange qu'on a aujourd'hui, on va élaborer des documents, des supports ressources, etc., qu'on mettra en accès sur le site de la fac sur une page qu'on va créer. Et puis un temps aussi d'échange, questions-réponses aujourd'hui pour, après les questions nombreuses qui ont été adressées au ministère l'autre jour, dont on a gardé trace et qu'on va synthétiser, pouvoir les compléter aussi avec les questions que vous ferez remonter aujourd'hui. Donc, on ne le dit bien pour que ce soit extrêmement clair, nous ne sommes bien sûr ni le ministère ni vos DRAF. Donc, notre rôle n'est pas de répondre à toutes les questions que vous avez, mais en revanche, la fac, en tant que tête de réseau, de structure travaillant sur le sujet de l'agroforesterie, a un rôle de faciliter d'être un peu courroie de transmission pour toutes ces questions que vous pourriez avoir, les résumer, les synthétiser, les transmettre au ministère. Et ça permet aussi parfois de donner du poids à des questions qu'on a déjà pu faire remonter au ministère. Et puis un dernier point, un peu pour bien cadrer l'exercice aujourd'hui, dans tout ce qui a été présenté par le ministère, il a bien dit qu'il y a un cadre national avec à la fois des impondérables et puis des choses qui vont pouvoir être régionalisées afin que le dispositif corresponde du mieux possible aux besoins, au contexte, à l'historique, etc., des différentes régions. Et donc, c'est bien les DRAF qui ont la responsabilité en ce moment de concerter pour travailler sur les futurs appels à projets régionaux. Et donc aujourd'hui, nous, on ne va surtout pas jouer ni le rôle du ministère, mais encore moins de celui de vos drafts. Tous les points qui sont de l'ordre de ces concertations régionales, c'est bien avec les drafts qu'il faut que vous ayez toutes ces questions. Vous pouvez là aussi vous regrouper, vous adresser soit au sein des AFAC régionales lorsqu'elles existent, soit auprès des délégués régionaux de la fac ou d'autres têtes de réseau. En tout cas, plus vous serez en capacité d'être nombreux et structurés pour dialoguer à vos drafts, plus probablement vous arriverez à influencer dans la bonne direction ces appels à projets. Mais donc, toutes les questions que vous allez nous faire remonter aujourd'hui, euh, posez bien des questions sur ce cadre national du dispositif et ce qui va être de l'ordre des ajustements auprès des régions. Là, on vous invite à avoir ces temps d'échange-là avec vos régions. Le webinaire, on ne va pas du tout reparler de tout ce qu'a présenté le ministère. On va essayer d'avoir un traitement plus approfondi sur des points ciblés, plus opérationnels. Donc, on en a sélectionné certains. On espère qu'ils répondront un peu à vos attentes. Vous avez le plan là qui s'adresse qui apparaît. On voudrait repartir de qu'est-ce que c'est que ces stratégies globales d'animation qui vont être demandées pour répondre à l'appel à projet. On voudrait souligner une nouveauté qui nous paraît très intéressante, qui sont les logiques de consortium ou logiques collectives qui sont proposées. On aura tout un temps d'échange après sur cette grande nouveauté du pacte qui sont les volets animation à la gestion durable dans les appels à projets. Ensuite, on parlera de toute une partie qui est plus orientée plantation, où on évoquera successivement végétal local, la régénération naturelle assistée, un petit temps de présentation, un peu teasing d'un nouvel métier que la fac est en train de développer sur la plantation. On parlera aussi des montages financiers autour du financement.
Et puis, on aura une dernière séquence thématique sur le lien avec les programmes régionaux, qui est pour le sujet sur lequel il y a eu de très nombreuses questions vendredi dernier, avant une conclusion. Donc, ce qu'on vous demande bien, on va essayer d'avoir, comme d'habitude, un bon usage du chat, mais peut-être quelque chose d'un petit peu plus structuré qu'on ne l'a pu voir vendredi, mais il y avait énormément de personnes. Ce qui serait bien, c'est que vous puissiez faire part de tous vos commentaires, questions, etc. Mais à chaque fois en posant bien des questions sur le sujet qu'on est en train d'aborder. C'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter, alors qu'on est en train de parler de comment construire une stratégie, d'avoir des questions sur les points qu'on abordera par la suite. Sinon, ça va être très déstructuré, on va peu s'y retrouver. Donc, pensez bien à cibler vos questions. En revanche, une deuxième modalité d'animation qui va vous permettre, là, si vous avez une question, de bien la garder, de ne pas trop patienter. On vous propose un lien qui va apparaître en ligne là dans le chat. Voilà, sur un Google Drive, vous allez retrouver une sorte de trame de foire aux questions resynthétisant les questions que la fac avait déjà fait remonter de la part de son conseil d'administration au ministère de l'Agriculture, et aussi la plupart des questions, il y avait des fois des doublons, donc on a synthétisé, qui ont été remontées vendredi dernier. Donc voilà, cette phare aux questions, elle va être ouverte tout du long. On remettra le lien régulièrement. Là, n'hésitez pas à les compléter, rajouter vos questions, préciser des points, mettre des commentaires. C'est un document qui est à votre disposition. Et on le transmettra ensuite au ministère de l'Agriculture et on espère que le ministère de l'Agriculture, de cette foire aux questions, nous fera une foire aux questions et aux réponses. Voilà, donc sans tarder, on va attaquer le point 1A, construire une stratégie. Ah non, un dernier tout petite introduction qui permet de resituer, mais vraiment très brièvement pour les gens qui n'étaient pas là. Là, vous avez deux diapos qui apparaissent, qui sont celles de la présentation du ministère. PowerPoint du ministère de vendredi dernier qui est partagé, on remettra le lien aussi. Donc, pour rappel, le pacte en faveur de l'AE, c'est un budget annuel de 110 millions d'euros, avec un cap qui devrait être prolongé jusqu'à 2030. Et il va se composer il y a 25 fiches actions, mais en matière financière, de dispositifs financiers, il va se composer sur différents volets. Aujourd'hui, on va parler que de la ligne qui est en haut, vu que c'est celle qui a présenté le ministère, à savoir un appel à projet qui va porter sur la plantation et l'accompagnement à la gestion durable, avec tout un volet accompagnement. Donc des dispositifs d'aide avec un cadre unique, mais qui est en train d'être régionalisé par les DRAF et qui seront instruits niveau DRAF et DDT avec des paiements par les agences de services et paiements, mais il y a d'autres dispositifs qui vont venir compléter celui-ci. Il y aura tout un dispositif qui est encore en phase de concertation, qui va venir soutenir la structuration des filières aval, de valorisation, des filières de valorisation de l'arbre forêt. Un autre dispositif qui est là porté aussi par le ministère, qui va s'appeler Grainer Plan, qui va être couplé entre des aides à l'investissement pour les pépinières forestières et agroforestières. Là aussi, dispositif en cours de concertation. Et puis, il y aura aussi des moyens qui vont être mis sur l'Observatoire de la haie et la formation. Et donc, si on zoome un petit peu, diapo suivante, sur la partie plantation, donc cet appel à projet gestion et plantation, là, vous avez là la vue d'ensemble. Encore une fois, c'est une diapo du ministère de l'Agriculture. Des appels à projets vont être lancés par les DRAF. Ils vont commencer par des appels à projets portant sur l'animation, et ensuite des appels à projets portant sur l'investissement. Les objectifs de ces appels à projets, conjointement, c'est et d'accompagner à la gestion durable et à la plantation. Donc voilà, avec, on le rappelle, pour la plantation, un objectif de gain net linéaire de plus 50 000 km de haies d'ici 2030. Les bénéficiaires finaux sont les acteurs de la production agricole, donc des agriculteurs. Donc, ce qui veut dire que la gestion et plantation de haies qui va être soutenue par ces appels à projets doit se faire concerner des surfaces agricoles, mais le ministère de l'Agriculture a bien rappelé que d'autres dispositifs financiers, alors soit sous égide des collectivités territoriales, mais également dans le cadre de soutien financier mis en place par le ministère de la Transition écologique, et notamment la mesure Tram verte, permettent de financer des actions autour de l'arbre hors forêt sur des surfaces non agricoles. Voilà, donc on rentre désormais dans le vif du sujet avec une première partie et je passe la parole à Catherine. Bonjour, merci. Donc, effectivement, le premier point, donc, comment construire une stratégie? Donc, une stratégie avec un état des lieux, mobilisation des acteurs pour aller éventuellement vers un consortium, on verra dans un deuxième temps. Donc, et définir les enjeux et fixer les actions et les objectifs associés. Donc, pour présenter cette partie,
Donc, on va faire appel à un témoignage qui a été donc en Bretagne, puisque c'est un dispositif qui existe en Bretagne depuis longtemps dans le cadre du programme Brest-Bocage. Donc, depuis le départ, il y avait cette obligation de mettre en place une stratégie pour pouvoir avoir accès aux aides à l'animation, comme ça l'a été donc proposé dans le cadre donc de l'appel à projet animation du MASA. Donc oui, toutes les actions éligibles doivent être accompagnées d'une stratégie d'animation globale. Donc on va vous présenter un exemple de stratégie qui est construit par le syndicat des eaux du Baléon. Et je laisse la parole du coup à Yann Gouez, qui est technicien dans cette structure. Oui, merci Catherine. Donc, tu peux passer à la suivante. Donc oui, on a en fait monté, comme disait Catherine, une feuille de route qui voit une stratégie hein, à l'échelle de notre territoire, donc au nord de Brest, avec les communautés de communes partenaires sur les 56 communes en fait de notre territoire, donc du Baléon. Et cela fait suite à une stratégie qu'on avait déjà montée en 2016 lors du précédent programme. Et on s'est dit que justement, il fallait davantage travailler ensemble. Et on travaillait déjà ensemble, mais au moins le formaliser dans un document et puis s'y tenir dans cette nouvelle feuille de route, et notamment par rapport au volet de développement de la filière durable et de la gestion durable des haies. Et donc, c'est comme ça qu'on est parti sur rédiger une seule feuille de route commune à l'échelle de tout ce territoire, et donc avec comment dire, des structures, quatre structures différentes, donc trois EPCI et le syndicat du Baléo. Et donc, voilà, je voulais juste vous présenter un petit peu, comment on a structuré notre stratégie. Vu qu'on partait pas de nulle part, on a d'abord fait un bilan du précédent programme, évidemment. On a rappelé le contexte territorial et puis voilà, plus précisément sur la feuille de route, pardon, on a ciblé géographiquement les actions, les thématiques portées. Donc, vous verrez tout à l'heure les différents volets proposés, les acteurs identifiés sur le territoire, mobilisables et mobilisés, et puis l'articulation avec les autres programmes et politiques sur le terrain. Et puis à la fin, évidemment, comme tout programme, la maquette financière associée et puis la gouvernance, c'est-à-dire derrière l'animation, la concertation qui est faite, les comités de pilotage organisés, etc., etc. Euh, voilà. Et donc, d'abord, pour analyser un peu le territoire, on a compilé tout un tas de données, notamment des données géographiques, comme ici la carte que vous avez en exemple, en fait, on a utilisé des cartes de continuité boisée, les cartes de grains bocagers de l'INRAE, les cartes des écopaysages, les cartes du maillage bocager également. Et ça permet en fait de déterminer aussi les zones à enjeu. Ce que vous voyez en rose, hein, par exemple, ici, ce sont les discontinuités enfin sur les continuités boisées, là où il manque en fait des continuités. Donc, vraisemblablement, là où il y a un enjeu en tout cas pour la partie biodiversité, à replanter. Voilà, après, il y a d'autres cartes aussi, je l'ai juste mis en exemple, hein. Ici, c'était sur les ruptures. On a travaillé aussi sur les continuités écologiques et donc, à l'inverse, les zones de rupture identifiées et caractériser ces zones de rupture, justement pour celles qui concernent le bocage. C'est ce que vous avez en carré vert là, dans la carte. Donc, c'est ces zones-là qui paraît être intéressant au moins à prioriser pour les travaux sur la partie continuité écologique. Et puis après, on a d'autres cartes également. Nous, on travaille évidemment sur la qualité des eaux. Donc, on a aussi associé toutes les données que l'on peut cumuler sur la qualité des eaux de rivière, eau brute et eau de baignade, pour déterminer derrière des actions en cohérence avec les bassins versants correspondants.
On a fait également, je vous ai dit, hein, le bilan des actions passées via les programmes précédents, donc 2016-2022, sur l'ensemble du territoire. Donc on partait pas de rien, hein, on avait déjà, entre guillemets, un bon terreau et notamment d'agriculteurs mobilisés. Voilà, plus de 300 agriculteurs mobilisés. Et puis, ce qui est intéressant dans l'élaboration d'une stratégie, c'est d'analyser les dynamiques locales. Donc, ça, c'était fortement incité par le programme, hein, dans le nouveau programme Resbocage 3. C'était de faire, ça, c'est des choses assez classiques aussi, hein, mais la technique de AFOM, là, atout, faiblesse, opportunité, menace. Et donc, c'est ce qu'on a listé, nous, en concertation avec les partenaires sur le territoire, tous les atouts identifiés, que ce soit, je vous ai dit, hein, existence historique du programme, les demandes spontanées, la mobilisation des agriculteurs, etc. Les faiblesses également, notamment sur la gestion des haies, des choses comme ça. Et puis après, sur les menaces, si tu veux bien passer, Catherine, les opportunités et les menaces. Sur les opportunités, voilà, ça permet aussi d'identifier les points d'accroche possibles pour les futures actions. Et puis les menaces, justement, pour éviter un peu tous les écueils possibles lors de la mise en œuvre de ces différentes actions, quoi. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas forcément l'objet, hein. Évidemment, il faut définir un périmètre d'intervention, donc géographique et entre guillemets qui fait quoi. Donc c'est ce qui a été fait chez nous, et puis d'avoir un suivi administratif. Enfin, par exemple, là, nous sur la partie travaux, chaque territoire, donc les EPCI et le syndicat, gardent la main, entre guillemets, garde l'animation et le suivi de travaux jusqu'à la demande de paiement, etc., se fait par structure, en fait. On n'a pas regroupé en un seul chef de file pour l'ensemble de l'animation, pour une simplification administrative, tout bêtement. C'est plus simple que chacun garde ce genre de suivi. Par contre, on a sur l'animation, la gestion durable, etc., on a une mise en commun de ces actions-là. Et donc, évidemment, il faut définir aussi les objectifs. Donc là, on a ciblé ce que je vous montre là, c'est les objectifs du syndicat par année. Donc, on est sur des objectifs chiffrés pour les travaux et puis des objectifs, on va dire, qualitatifs pour la partie animation. Et donc après, là, je vous ai juste donné un exemple, hein, par volet. Donc on a détaillé pour le volet travaux les objectifs principaux. Chez nous, c'était renforcer la rugosité du paysage, évidemment, pour des enjeux liés à la qualité des eaux et des sols, accroître les continuités écologiques du territoire, je vous en ai parlé, et puis apporter des solutions concrètes aux agriculteurs et aux collectivités. Donc derrière, il y a tout un tas d'actions qui sont listées. Que si tu passes, Catherine, juste après, vous avez ces actions-là qui sont listées, hein. Je ne vais pas vous faire le détail, mais voilà, c'est des choses qui peuvent être mises dans les stratégies. Et puis évidemment, le temps affecté par volet. Donc là, nous, on avait estimé grosso modo à 45% de notre temps sur le volet travaux. Voilà. Après, sur le volet sensibilisation, idem, hein. Les objectifs, sensibiliser le plus grand nombre à l'intérêt du bocage, faire connaître le programme et aboutir à une meilleure appropriation de la thématique et des travaux par les acteurs du territoire. Donc, c'est 20% de notre temps affecté. Donc là, pareil, des actions associées, comme là, c'est d'actualité, par exemple, l'animation du concours général agricole sur l'agroforesterie y figure. Il peut avoir la sensibilisation, la mobilisation du grand public, associer les écoles notamment, choses comme ça, peuvent être également intéressantes. Et puis un volet qui est très important également, le volet de gestion et de valorisation, gestion durable, hein, et valorisation des haies. Donc sensibiliser à la gestion durable des haies,
et aboutir à la création d'une filière de valorisation économique des haies, parce que sur notre territoire, on est au lancement de cette filière. Donc voilà, c'est rappeler un peu l'intérêt de toute cette filière économique, d'économie locale, de maintenir et préserver le maillage bocager, de diminuer les déchets verts. Donc ça concerne les EPCI. Et puis réduire l'utilisation des énergies fossiles. Et donc derrière, voilà, pareil, tout un tas d'actions associées à ce volet, si Catherine, tu veux bien passer, qui seront notamment déployer le label E, déployer la filière en s'appuyant sur des SIC sur le territoire, etc., etc. Former les agriculteurs, former les collectivités, développer les PGDH, etc. Et donc, ce qui est important, c'est parce on n'est pas forcément, on n'est pas les seuls, hein, donc c'est important d'identifier aussi tous les partenaires possibles pour travailler sur ces actions-là. Donc voilà, là c'est juste une diapo pour vous montrer, enfin vous synthétiser un petit peu les acteurs. Il y en a encore d'autres hein, qu'on n'a pas mis, mais ça peut faire beaucoup de monde. Mais le bocage, c'est, comme on dit, c'est le couteau suisse un peu de nos campagnes. Donc, évidemment, ça concerne de près, de loin, beaucoup de structures publiques ou privées, associatives, etc. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi d'articuler nos actions par rapport aux autres outils, autres programmes qui existent déjà. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire en listant un peu tous les, tout ce qui existe et qui peut concerner de près ou de loin le bocage. Donc voilà, les plans de lutte contre les algues vertes. Il y a un plan au département sur les arbres, le plan 500 000 arbres qui existe aussi, les PLUI, les PCAET également qui font référence notamment à la filière de gestion et valorisation du bois de bocage, les plans paysages, les atlas de biodiversité, etc. Donc tout ça, c'est un terreau fertile pour accrocher en fait nos futures actions et puis même trouver peut-être des fois des financements complémentaires. Voilà, c'était juste ce petit témoignage pour vous montrer que des actions finalement qui concernent l'arbre, en les resituant dans une stratégie, on peut avoir un impact positif à l'échelle d'un territoire. Voilà, donc de l'arbre au bocage et du paysage au territoire. Merci. Merci Yann pour la présentation de cette expérience. Donc, effectivement, donc, cette notion de stratégie qui est inscrite dans l'appel à projet. Donc, des expériences là qui sont assez nombreuses en Bretagne. Donc, on mettra en ligne sur notre page Internet donc, des ressources à votre disposition. Donc, on attend l'accord de différents territoires pour pouvoir publier leur stratégie. Donc, on va déjà mettre celle que Yann vient de vous présenter, qui nous a transmis bien gentiment, donc, oui, qui est toute rédigée. Et puis, donc, on a aussi eu par le Conseil régional de Bretagne le document de cadrage qui a été transmis donc, au territoire pour écrire donc une feuille de route. Donc, ça peut aussi donner les éléments pour savoir ce qu'on peut mettre dedans, où on peut aller chercher la documentation. Donc, puisqu'il y a quand même maintenant beaucoup d'éléments enfin, de stratégies territoriales qui sont écrites, comme les sages, comme les PCAET, comme les trames vertes et bleues, qui peuvent permettre de structurer une stratégie autour des haies et aussi de mettre des gens autour d'une table. Donc, si vous avez des expériences à nous partager, donc on est très intéressés, parce que l'idée étant de pouvoir aider tous les gens du réseau à mettre en place les stratégies les plus efficaces possibles. Donc voilà, donc cette idée de stratégie, elle s'associe fortement à la question de consortium. Donc je laisse la parole à Baptiste. Merci. Et pour l'introduire, on va revenir par un autre témoignage. On change de région, on va en Auvergne-Rhône-Alpes avec un témoignage. Alors, elle n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui va être de Sylvie Monnier de la mission et Auvergne-Rhône-Alpes. Mais juste avant, on revient au diaporama présenté par le ministère de l'Agriculture vendredi pour introduire cette notion de logique de consortium qu'on souhaitait souligner aujourd'hui sur les animations qui vont être mises en place par les structures, qu'on parle d'ailleurs quelle que soit la thématique, hein, animation à la plantation ou animation à la gestion durable, une vraie nouveauté par rapport à ce que vous avez pu connaître, à part excepté en aura dans le cas de la mesure planton.
des haies, c'est que il y a une ouverture à deux voies, une voie dite individuelle, une voie coopération territoriale ou logique consortium. Dans la voie individuelle, c'est une structure, quelle qu'elle soit, dépose un dossier, est bénéficiaire de l'aide. Elle peut après choisir d'avoir une logique d'animation individuelle, donc agriculteur par agriculteur ou dans des cas de démarche collective avec des groupes d'agriculteurs. Donc l'animation qui doit être articulée avec les projets de plantation, on y reviendra après, parce qu'il y a un ratio entre la part de pourcentage d'animation par rapport au total des dépenses d'investissement, avec deux cas. Ça, on y reviendra juste après. Un cas où les agriculteurs déposent leur projet d'investissement pour leur compte, ou un cas où on a une logique où la structure d'animation va pouvoir déposer un dossier d'investissement groupé pour le compte de l'agriculteur et qui va nécessiter une convention, mais c'est quelque chose sur lequel on va discuter juste après. Donc, logique classique, une structure dépose un dossier pour les actions qu'elle va mener en son nom propre, et une nouvelle logique dite coopération territoriale, où là, on a un ensemble de structures, donc un consortium, qui vont s'articuler pour travailler sur tout ce volet animation. Alors, dans le document d'instruction présenté par le ministère de l'Agriculture, il est dit qu'il y a un chef de file, on va y revenir juste après, parce que ça soulève des questions de compréhension sur qu'est-ce qu'on appelle chef de file. Vous le verrez avec deux interprétations, mais on va déjà avoir le témoignage de Sylvie Monnier pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est une vidéo. Je reprends la main du partage d'écran. Bonjour à tous. On va vous faire un petit retour d'expérience pour la région Auvergne-Rhône-Alpes où, dans le cadre du plan de relance, nous avions été invités à travailler en coopération d'acteurs qui s'appelait à l'époque des consortiums qu'on a mis en place à l'échelle des départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, en termes d'historique, l'idée, ça va être un petit peu de vous présenter finalement comment, dans notre métier, y compris à la mission A, les choses ont évolué avec cette idée de consortium. Quand la mission A a été créée en 1996 en tant que structure agroforestière, on était un peu les seuls avec nos collègues des fédérations des chasseurs à travailler sur la question des haies. Donc, on devait tout faire. On devait trouver des agriculteurs, les recruter, organiser les commandes, planter les haies, faire les suivis, sensibiliser les financeurs, sensibiliser les collectivités. Et c'était un boulot où finalement c'était assez confidentiel et finalement par quelques structures dédiées. Aujourd'hui, les choses ont changé. La question des haies est un sujet qui est monté en puissance au niveau national, ce qui fait que beaucoup d'autres structures sont très intéressées par cette question-là. Donc, en l'occurrence, les structures agricoles, alors les collègues des chambres d'agriculture, les coopératives, les syndicats par exemple, syndicats AOP, AOC, etc., sont des structures qui s'intéressent à la question des haies. D'autres têtes de réseau, comme les bio aussi, s'intéressent à ces sujets-là. Donc aujourd'hui, c'est des relais au quotidien, voire c'est aussi des structures qui sont montées en compétences avec des techniciens dédiés en interne. Du coup, travailler avec eux, c'est derrière garantir plus d'efficacité en termes de recrutement d'agriculteurs et pour faire passer aussi via les réseaux agricoles des changements dans les territoires. Les structures naturalistes aussi montent de plus en plus sur cette question des haies avec des vraies compétences en termes de suivi d'espèces, etc. Donc là, ils ont aussi plein de choses à nous raconter, plus la possibilité d'aller faire de la dentelle dans des territoires particuliers. On a aussi les territoires qui s'intéressent beaucoup et qui souhaitent se saisir du sujet, donc des communautés de communes, des PNR, des syndicats des eaux, qui aujourd'hui, pour des questions biodiversité, qualité de l'eau, paysage, tourisme, enjeux carbone, qu'est-ce que j'oublie? D'autres enjeux aussi, biodiversité, agriculture, adaptation au changement climatique, sont très intéressés par la question des haies et souhaitent aussi monter en puissance sur ces sujets-là. Et bien entendu, les citoyens qui aujourd'hui viennent de plus en plus nombreux nous rejoindre sur les journées de taille, de plantation de haies et qui parfois s'interrogent aussi sur les questions de coupe de haies. Donc aujourd'hui, ça, c'est l'ensemble des acteurs qui sont aujourd'hui nécessaires à avoir en considération sur des territoires. Et si on ne travaille pas en coopération d'acteurs, on risque d'être plutôt en concurrence ou en opposition. Et du coup, essayer de se dire qu'on est plutôt en synergie et que nos visions différentes peuvent être une bonne idée, c'est plutôt bien en restant évidemment toujours autour des socles des gens qui ont la compétence, comme les structures agroforestières ou nos fédérations des chasseurs pour Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je vais passer à la diapo suivante qui a l'air de pas marcher.
Si, là voilà. Alors, du coup, comment est-ce qu'on a réussi à travailler sur cette synergie et complémentarité entre nous? Comment est-ce qu'on a réussi, donc en 2021, au moment du plan de relance, à monter les consortiums? Eh bien, les structures qui étaient intéressées se sont regroupées. Alors, c'était plutôt du off, hein, on savait que telle structure avait déjà travaillé dessus. On n'a pas mis de nouveau à l'époque. On était vraiment entre structures compétentes. Et là, on s'est regroupés. Et ensuite, on s'est dit, bah, qui a la compétence pour faire les projets chez les agriculteurs, qui a la compétence pour recruter rapidement des agriculteurs et faire passer le message, qui peut nous accompagner aussi sur des projets à enjeux naturalistes plus forts, comment est-ce que les territoires peuvent aussi accompagner, relayer auprès de leurs agriculteurs pour être sûr que l'info soit bien passée, et puis ensuite, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec les citoyens, c'est aussi des discussions. On a aussi posé la question de quelles sont les structures, quand je parle de légitimité agricole variable, eh bien, une mission N n'a pas la même capacité qu'une chambre d'agriculture à recruter des agriculteurs. Et du coup, finalement, qui va être les plus efficaces pour aller chercher les agriculteurs au sein des territoires? Donc ça, c'est aussi un point qui est hyper important pour un projet agroforestier, c'est de recruter. Au-delà de la compétence, c'est recruter. Et puis après, bah, il y avait parfois des blocages politiques entre structures. Et ces blocages politiques, ben, sur la haie, on est capable de passer au-dessus et de se concentrer sur du technique par rapport à ça. Et c'est vrai aussi que c'était un atout de se dire qu'on n'était pas à plusieurs. En fait, les problèmes politiques sont beaucoup moins forts. Donc ça, c'est aussi un point important à avoir en tête. Donc on s'est recruté, on s'est réunis autour de la table et puis à plusieurs, on a monté un programme. Alors concrètement, comment construire le groupe? Alors pour information, à la suite du plan de relance, au niveau de la région Aura, nous avons une mesure FEADER agroforesterie qui était sur la même idée de construire des consortiums de structures. Et aujourd'hui, le pacte de la haie va aussi aller sur cette notion de groupes collectifs départementaux. Du coup, bah, je vous explique comment on l'a construit l'automne dernier avec les acteurs autour de la mesure FEADER. Donc, on partait de la diversité des structures et on s'est dit que finalement, il y avait plusieurs niveaux d'envie. Il y avait des acteurs qui allaient être vraiment les mains dans le cambouis, opérateurs directs, qui vont faire du conseil en agroforesterie auprès des agriculteurs, qui vont être des vrais recruteurs, qui vont organiser les animations. Donc là, finalement, on disait qui, en fait, a vraiment envie de participer fortement au sujet. Donc là, on avait un petit cercle restreint, ce que j'appelle le cercle 1. Et ensuite, en parallèle, on avait un cercle 2. Le cercle 2, c'est l'ensemble des autres acteurs qui ont envie d'être dans le groupe, mais sans forcément être acteurs directs. Donc, ça peut être, par exemple, des communautés de communes qui vont relayer l'information à leurs agriculteurs. Ça peut être des structures agricoles qui sont déjà financées par ailleurs, mais qui donc vont nous aider aussi au quotidien en termes de communication. Et ça va être aussi, notamment pour des structures naturalistes, un apport d'expertise au service du collectif. On peut penser à des conservatoires botaniques nationaux pour faire une liste d'essences adaptées à chaque département ou des collègues type LPO qui nous ont donné des informations précieuses sur la présence d'espèces protégées sur certains territoires et comment planter les bonnes haies pour ces espèces protégées. Donc voilà, le cercle 2, il est au service du cercle 1, il est en relais, en soutien, en expertise du cercle 1. Le cercle 2, c'est aussi des collègues qui, dans certaines structures, sont déjà financés par ailleurs et donc n'ont pas besoin de financement direct dans l'opérationnalité. Ce qui est ressorti systématiquement, c'est qu'au niveau des départements, il y avait besoin d'une animation départementale et que finalement, beaucoup d'acteurs avaient très envie d'avoir une journée haie ou plusieurs journées haies départementales pour alimenter le débat, faire remonter des besoins. On a des communautés de communes qui ont besoin de faire remonter des analyses de territoire, des soucis d'érosion de sol, des problèmes d'eau, des problèmes de sécheresse, des problèmes de paysage, des problèmes d'arrachage. Et c'est aussi à travers une animation départementale que ces besoins s'apprécient. Et dans l'animation départementale, l'idée, c'est de construire la stratégie collective des besoins et comment y répondre et pas rester sur nos petites habitudes qui peut être, voilà, pour une mission aide, d'aller chercher ses agriculteurs et de planter des haies. Là, l'idée, c'est aussi de s'appuyer sur des attentes de territoire et des besoins agricoles, naturalistes, synégétiques, etc. Et concrètement, on aboutit du coup à un dossier collectif, rédigé collectivement, et un programme collectif, hein, alors, c'est le niveau départemental qui a été choisi pour Auvergne-Rhône-Alpes, qui convient bien et aux administrations et aux acteurs. Du coup, on construit collectivement, cercle 1, cercle 2, ce fameux projet territorial technique commun. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles ambitions on se met? Donc, c'est déjà
qu'est-ce qu'il y a, quels sont les enjeux de notre territoire, hein. C'est pas la même chose dans le Cantal, dans la Drôme ou dans l'Ain. Des fois, la haie pousse, il y a des besoins d'enjeux de restauration du bocage, dans d'autres endroits de la plantation. Il y a des endroits où il y a des filières de production spécifiques où il faut travailler dessus. Il y a des enjeux de territoire, notamment naturalistes, enjeux hauts qui peuvent être variables sur les territoires. Donc là, on se met d'accord sur des besoins et éventuellement de zoomer sur des territoires où on veut intensifier plus les actions. On fait un point sur nos compétences, qui est compétent, pourquoi, et comment on va travailler en synergie et en soutien. Et ensuite, on monte un programme d'action collectif et prévisionnel en termes d'animation et en termes d'investissement. C'est-à-dire combien est-ce qu'on sait qu'on est capable, bon an, mal an, d'accompagner comme agriculteur, quel linéaire ça représente. Et en termes d'animation, on décide de faire tant de journées techniques en soutien de collectivités ou sur tel ou tel sujet. Et là, on se met d'accord et on remplit un tableau commun avec des jours et une charge de travail prévisionnelle. Et on vérifie ensuite que chaque structure s'y retrouve bien. Et ensuite, une fois que ce projet territorial technique commun a été rédigé, donc qui est très précis, hein, parce que le diable se cache dans les détails, hein, c'est-à-dire une journée technique une animation qu'on va faire sur les territoires. Il faut être clair, hein, il faut savoir qui va recruter les agriculteurs, qui va trouver le site pour aller faire la démonstration, qui va intervenir le jour J pour répartir les temps de travail. Une fois que ce projet est bien monté et que le tableur de temps de travail est bien calé, eh bien, chaque structure individuellement donc, dépose, ça c'était dans le cadre du plan de relance et du FEADER, dépose son dossier individuellement auprès de l'administration. Et ce dossier est constitué par le fameux projet territorial commun. Donc là, on a tous le même socle de qu'est-ce qu'on va faire collectivement. Et ensuite, ponctuellement, on dit, pour notre part, on va solliciter un budget de temps et on s'engage à faire telles actions qui correspondent à ce qu'on a écrit dans le projet territorial. Donc là, c'est un petit zoom pour engager des crédits auprès de l'administration. Et collectivement, dans le cadre du plan de relance, ce sera peut-être de nouveau le cas dans le cadre du pacte, et c'était le cas aussi dans le FEADER, l'idée c'était de s'engager aussi collectivement à être réaliste dans nos besoins. C'est que le projet territorial, il doit être réaliste, et on s'engageait collectivement à atteindre 80%, notamment des linéaires qu'on annonçait possibles comme plantation. Et du coup, voilà, ça permettait d'éviter qu'une structure s'emballe et demande beaucoup d'argent en termes d'animation, mais ne soit pas capable de recruter ni de réaliser ses linéaires. Donc, du coup, ça demandait d'être très réaliste, très pragmatique. Et c'est vrai que ça a collé, du coup, les enveloppes ont très bien collé avec les réalités de territoire. Voilà, donc globalement, moi, ce que j'en retire après l'expérience plan de relance et aujourd'hui les animations territoriales qu'on a mis en place pour relancer ces consortiums, c'est que c'est quelque chose qui est un petit peu lourd d'apparence à monter au début, mais ça permet de vraiment limiter les problèmes de concurrence entre structures, ne plus se voir comme des concurrents, mais comme des structures en synergie, et chacun est plus à sa place. C'est pas la peine qu'on fasse tout tous la même chose en fait, hein, tous recruter ces agris, organiser les plantations, etc. C'est mieux de pouvoir se répartir la tâche. Et moi, j'ai vraiment aussi progressé dans mes compétences techniques et dans ma façon d'appréhender le monde agricole aussi par les rencontres des collègues. Donc voilà, là, il y a vraiment aussi une acculturation des territoires. On va dire que ce qu'on va apporter en plus avec le pacte de la haie ou la mesure FEADER, c'est vraiment l'intégration des collectivités en plus des acteurs techniques. Et là, cette dimension collectivité est pour nous aussi, en termes d'acculturation des territoires, une étape de plus pour progresser sur la question des haies. Voilà pour ma part. Donc, vous entendiez donc Sylvie Monnier de la mission et Auvergne-Rhône-Alpes au titre du pôle régional Arbre champêtre. Donc, si on résume, et ça fait le lien aussi avec ce que nous a présenté avant Yann, dans ces logiques de consortium, on voit qu'il y a de nombreux avantages, hein. Il y a celui d'avoir une complémentarité d'expertise entre structures sur tout ce qui est nécessaire, depuis l'animation amont-aval, la mobilisation, la sensibilisation, la compétence technique, les différents champs d'expertise technique à mobiliser. Ça permet d'éviter, Sylvie l'a vraiment mentionné, d'éviter des effets de concurrence, et notamment parce qu'on le voit, il y a des structures qui ont un ancrage historique, qui étaient un peu pionnières du sujet, et puis là, le sujet, il est montant, on est tous très heureux qu'il se développe, mais du coup, ça fait que des nouvelles structures arrivent sur la thématique. Et donc, comment plutôt que d'avoir ces effets de concurrence, on peut plutôt s'appuyer sur une complémentarité entre structures historiques qui se retrouvent plutôt dans un rôle du coup de garantie technique, de qualité, de récit, de transfert d'expertise, un rôle de ces nouvelles structures d'aller mobiliser davantage d'agriculteurs, de toucher des publics qui étaient peut-être plus éloignés,
parce que ces acteurs auront une sensibilité, une relation de confiance à travailler avec la structure qui est leur interlocuteur du quotidien, que ce soit une coopérative, une CUMA, une association ou autre. Donc ça, c'est vraiment un vrai avantage, un repositionnement stratégique d'une certaine façon des structures historiques qui ont du coup un nouveau rôle et une manière de bien se coupler avec ces nouvelles structures qui pourraient rentrer sur le sujet et souhaiter répondre à l'appel à projet animation. Et puis, il y a une vraie avant logique très intéressante aussi, c'est que en faisant vivre ces consortiums, et notamment par le rôle montant de structures qui ont un ancrage territorial et qui sont là pour faire une animation territoriale dans la durée. On peut penser à des collectivités territoriales, on peut penser à des syndicats de bassin versant, par exemple. Eh bien, on s'assure que l'action soit bien inscrite dans la durée. Et ça, c'est vraiment très, très prometteur pour les devenirs du PAX, quelles qu'en soient ses suites, tout en bénéficiant de l'appui de structures techniques qui peut être plus loin. Et puis, il y a aussi un dernier intérêt qu'il faut souligner qui est très intéressant, c'est qu'il est possible de recourir pour une structure d'animation à de la prestation, mais il y a un plafond de 20%. Et si on passe dans ces logiques de consortium, on n'est plus bloqué par ce plafond de 20%. Voilà. Et puis Yann, tu avais bien mentionné que selon les thématiques qu'on traite, par exemple quand on va traiter de la question de l'animation à la gestion durable, il y a vraiment la question de la bonne échelle à laquelle mener ça. Et donc, bon, on peut avoir une structure qui a une échelle d'action très pertinente pour un type d'action, par exemple la plantation, mais par contre, dès qu'il s'agit d'aller sur d'autres sujets, bah, il y a besoin de réfléchir à une autre échelle territoriale. Et donc là, se passer dans ces logiques de consortium peut être intéressant. Mais ces logiques en consortium soulèvent deux questions clés qu'on a fait remonter au ministère de l'Agriculture. C'est la diapo suivante, et puis on va compléter avec les questions que vous avez mises dans le chat. La première, c'est de s'assurer, pour le moment, c'est probablement possible, mais il faudra en avoir l'assurance qu'une structure peut déposer plusieurs dossiers, soit plusieurs dossiers dans des logiques comme ça, quoi, territoriales consortium, soit un dossier individuel, et puis être aussi dans des logiques, à côté des dossiers plus logiques territoriales consortium. Donc ça nous semble assez essentiel. Et puis, il y a eu beaucoup de questions d'ordre très opérationnel sur le montage. Pour le moment, dans les éléments transmis par le ministère, il est indiqué qu'il y a une structure chef de file du consortium. Ce qu'on entend classiquement par une structure chef de file, c'est une structure qui va déposer au nom de l'ensemble de structures le dossier technique, également le dossier financier, qui va signer ensuite tout ce qui va être d'ordre convention avec les financeurs, et puis qui reversera les fonds au profit des autres structures, ce qui peut être intéressant en termes d'efficacité, mais qui est aussi une vraie responsabilité pour la structure qui dépose, d'autant que souvent tout le temps de montage administratif qui est très lourd n'est pas pris en charge, et puis qui est aussi assez compliqué en termes de responsabilité en cas de défaillance d'une des structures. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et alors, on a l'autre logique qui est plus rare dans les logiques de consortium, mais qui a été mise en place en aura dans le cadre de cette mesure coopération adossée au FEADER, où Sylvie l'a bien expliqué, mais on le ressouligne. Toutes les structures se mettent d'accord pour monter un dossier technique, d'appeler ça, j'ai plus le terme exactement, mais programme territorial, un dossier technique. En parallèle de ce dossier technique, un dossier financier global co-construit avec la part de responsabilité de jour d'animation pour chacune des structures. Et ensuite, chacune des structures, tout en faisant référence à ce dossier technique global, va déposer en son nom propre la part d'action qu'elle fera en son nom. Donc, on a l'avantage, là, des avantages, c'est qu'il n'y a pas de reversement. Chacun assume bien sa part de responsabilité tout en ayant une vraie logique de co-construction en amont, d'objectif global à tenir au sein du consortium. Donc, deux points là vraiment très importants à clarifier sur cette logique de consortium. Voilà pour cette partie-là. Donc, je vous propose de passer donc à la suivante sur le volet gestion. Donc voilà, dans le PowerPoint qu'a présenté le ministère de l'Agriculture vendredi dernier, il y a bien une action, une ligne qui s'ouvre dans l'appel à projet animation sur la gestion durable. Donc ça, c'est vraiment une avancée considérable sur les actions conduites en faveur de la haie. Donc la ligne exacte, c'est donc accompagnement à la mise en œuvre d'une gestion durable du linéaire de haies existant et ou qui sera planté. Donc, diagnostic simplifié, PGDH, préaudit, label et etc.
Donc, il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées, donc on les a synthétisées ici. Vous avez sûrement participé, donc n'hésitez pas d'ailleurs à compléter la FAQ en ligne si vous pensez que certaines questions ne sont pas abordées. Donc, il y avait la question de la mise en place des outils de gestion durable, donc PJDH, PZDHSAF, MAEC, autres diagnostics. Est-ce que l'action de montée en compétence des animateurs, des techniciens sur la gestion durable et ces outils était pris en charge aussi? Est-ce que l'accompagnement des agriculteurs à la démarche de mise en place de certification label E était pris en charge ou d'autres certifications? Le soutien aux agriculteurs sur leur action de gestion durable, enfin, du coup, là, vraiment de l'investissement. Est-ce que les actions de gestion par les agriculteurs sont financées? Et le lien avec les plantations. Donc, quel lien est fait entre l'action, l'animation gestion et l'animation plantation? Donc, un certain nombre de réponses ont été posées. Et donc là, l'objectif, c'est qu'on puisse, à travers le témoignage, d'une part de Stéphane Vassel du CPE de la Creuse et d'Emmanuel Lelièvre de la SIC Mayenne Boénergie, on vous donne un peu le gradient de méthodes, de type d'animation territoriale portant sur la gestion durable qui peut être menée sur un territoire. Donc, du tout début, quand on démarre et quand c'est même inexistant, jusqu'au plus abouti. Et donc, vous ayez un peu ce panel d'actions qui puissent être faites et qui soient éligibles du coup à cet appel à projet animation, gestion. Donc, je donne la parole à Stéphane pour donner une illustration sur son territoire des actions conduites. La parole est à toi. Merci Paul. Écoutez, je vais essayer de vous présenter un petit peu ce qui s'est passé sur le département de la Creuse et avec de à peu près rien au départ, comme le disait Paul, jusqu'à pas mal de choses aujourd'hui. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Euh, en 2020, le CPIE n'avait pas travaillé sur les haies, mais a été, disons, sollicité un peu de toutes parts du fait de grosses tensions sociales sur le territoire, entre autres sociétés civiles et agriculteurs, avec il y a des haies qui sont massacrées partout, il faut absolument faire quelque chose, etc. Nous, on découvre un peu la thématique, on y va, et donc on fait un premier état initial de la situation, de nos petits yeux à nous, qui sont nécessairement donc non objectifs. Et on se rend compte très rapidement qu'il y a tout intérêt à mobiliser l'ensemble des parties prenantes. Et c'est là qu'on rentre directement dans les questions de connaissance des acteurs sur le territoire, puisque c'est en croisant les différents avis, regards, perceptions, etc., qu'on arrive à enrichir ce diagnostic et qu'on part donc sur une représentation, alors peut-être pas tout à fait juste, mais en tout cas peut-être un peu plus claire. Donc on en arrive au fait que oui, il y a effectivement plein de problèmes, plein de questions, plein d'enjeux, et qu'on ne sait pas grand-chose sur les haies de la Creuse en dehors du fait qu'il y a 35 000 kilomètres, et c'est à peu près tout. Sur la diapo suivante, je précise un tout petit peu quel est le positionnement du CPIE. En fait, euh, nous, notre rôle assez régulièrement, c'est d'identifier une problématique et puis ensuite d'essayer d'élaborer un projet commun. Et donc là, je fais aussi le lien avec la démarche de consortium, c'est-à-dire que le CPIE tout seul ne peut pas faire grand-chose. Par contre, sur un sujet à enjeu comme les haies, le fait d'y aller à plusieurs et de façon concertée permet d'être beaucoup plus efficace et en tout cas de changer un peu la donne sur le territoire. Donc, ce qui fait que on mène systématiquement une démarche de diagnostic partagé, c'est-à-dire que on réalise des entretiens individuels avec toutes les structures qui le souhaitent, qu'on identifie, et parfois on en rajoute au fur et à mesure des échanges d'ailleurs, ou des entretiens collectifs, pour donc avoir une première vision du positionnement de chacun, des représentations de chacun, des attentes de chacun également, et ensuite pouvoir partir sur l'élaboration d'un projet commun, mais sans devoir tout reprendre individuellement de A à Z lors de réunions collectives. Vous le savez, la réunionnite, c'est épuisant, et au plus on est nombreux, au plus c'est long. Donc, le fait d'avoir ces entretiens individuels permet vraiment de gagner du temps ensuite dans les démarches collectives. On en arrive à l'élaboration d'un groupe projet, alors qui finit par aboutir à un consortium ou pas d'ailleurs, où chacun se positionne par rapport à son domaine de compétences, par rapport aux actions qu'il souhaite porter
dans la dynamique commune, et ça permet ensuite de pouvoir vraiment élaborer ce projet, les actions, etc. Donc, euh, dans les échanges justement avec l'ensemble des partenaires, le constat, ça a été que on avait une vision qui était soit extrêmement comptable des haies, donc le nombre de haies, point, soit des visions très parcellaires et géographiquement orientées, ou en tout cas historiquement, socialement orientées sur les haies de la Creuse. En tout cas, pas de données concrètes. Donc on peut passer à la diapo suivante. D'où l'idée de réaliser un diagnostic qualitatif qui avait alors plein d'objectifs. L'un des principaux, c'était d'une part d'objectiver largement les représentations sur les haies, autrement dit, dans quel état sont nos haies concrètement. Donc, on a réalisé une méthodologie reproductible. Et là, on l'a fait dans le cadre justement d'un consortium avec la FAC Agroforesterie Nationale, Promet en Nouvelle-Aquitaine et le CAE de la Creuse et dans le cadre d'un appel à projet de l'OFB, un MOB Biodive. Et donc, ça permet ça de partir sur déjà un constat commun et à partir de là, de pouvoir se dire, eh bien, que fait-on? Alors, le gros intérêt, c'est que ça permet aussi de se connaître. On s'est rendu compte dès le départ que globalement, il y avait une méconnaissance entre les acteurs et donc que c'était aussi générateur de tension. Concrètement, faire dialoguer de façon apaisée les associations environnementalistes, la Chambre d'agriculture, la Fédération de chasse, le conseil départemental, les intercommunalités, etc. C'était pas tout à fait gagné. Or, si on souhaitait avancer de façon efficace, donc il fallait nécessairement se connaître quels étaient les accords et les désaccords entre les structures et pouvoir avancer dessus de façon en tout cas apaisée et non pas dans des tensions permanentes. Donc, ce qui fait qu'il a fallu travailler avec tout le monde. Et il a fallu mettre tout le monde autour de la table, justement, pour être dans de l'interconnaissance et faire sauter un certain nombre de verrous. Autrement dit, quand on est sur des structures qui sont d'échelles différentes, entre du micro-local, du régional, du départemental, du national, quand on est comment je dirais, de sensibilités très diverses également, vous le savez tous, hein, c'est toujours, parfois le dialogue est un peu compliqué, donc il faut partir sur des bases qui soient communes, et c'est là où tous les outils qui ont été développés ces dernières années permettent justement de pouvoir commencer à échanger sur des connaissances communes. Concrètement, aujourd'hui, quand on parle de gestion durable des haies, on commence à avoir un socle de connaissances commun à l'ensemble des acteurs. Alors, il y a encore de gros travaux à faire, hein, donc voilà, ça permet vraiment d'avancer et de pouvoir imaginer des coopérations. Alors là aussi, qui peuvent se faire soit sous forme de consortium de façon très large, et c'est ce que l'on va faire sur le département dans le cadre du pacte, mais également sous forme de travail en bilatéral ou en petits groupes, en fonction des sujets, des enjeux, des opportunités, etc. Donc en fait, cette interconnaissance permet vraiment d'avancer de façon intéressante sur le territoire. C'est également l'occasion de faire le lien avec toutes les politiques publiques, parce que, eh bien, on a aussi là une vision souvent très parcellaire de ce qu'il est possible d'activer. Et donc, eh bien, le fait d'avoir tout le monde autour de la table, ça permet d'avoir un porté à connaissance globale et de ne pas rester sur un regard extrêmement limité. Concernant la mobilisation des acteurs, alors je dirais que le plus difficile pour ce qui est euh, de, de pouvoir animer un processus de dialogue territorial, c'est une forme de neutralité. Alors c'est toujours, dans nos domaines, on n'est jamais tout à fait neutre, il ne faut pas se le cacher. Par contre, ne pas avoir d'enjeu strictement personnel en tant que structure peut être un atout dans le sens où ça évite ensuite bien les tensions avec un procès qui peut être fait sur, bah oui, mais en fait, vous tirez la couverture à vous, et alors que ce n'est absolument pas le cas. Mais voilà, ça peut être toujours un peu délicat. Donc, en tout cas, l'identification de l'acteur du territoire porteur, ou en tout cas qui assure la bonne marge du dialogue territorial, c'est un gros enjeu. Il y a toute une partie pour concevoir le dispositif participatif. Vous le savez, hein, tout ce qui est démocratie participative, etc., ça s'est très souvent cassé les dents
À partir du moment où tout le monde réfléchit, on a une convention citoyenne pour le climat également qui le démontre bien. Tout le monde réfléchit, tout le monde carbure, tout le monde fait des propositions argumentées, intéressantes, pertinentes. Et puis à un moment, il y a une instance qui tranche et qui dit oui ou non. Et si ça, c'est pas parfaitement limpide au départ, sur qui décide, à quel moment, sur quoi, on arrive à des situations absolument intenables localement. Donc il y a vraiment ce besoin de bien clarifier les modalités de gouvernance, de bien clarifier le dispositif participatif, qui fait quoi et à quel endroit. Installer et animer le dialogue, absolument fondamental. Il n'y a rien de pire que l'acteur qui ne se sent ni écouté ni entendu. Là, on arrive aussi à d'énormes tensions et ça peut vraiment faire capoter le projet de territoire. Et puis, bah donc, la régulation tout au long de la démarche. On se rend compte que souvent, on a des affinités entre structures et donc on va beaucoup plus facilement échanger avec des structures qui nous ressemblent, sauf que, eh bien, ça peut être aussi très compliqué derrière. Donc, il faut vraiment avoir une circulation fluide de l'information. Et puis également identifier rapidement les dysfonctionnements et ajuster le dispositif. C'est peut-être ça qui est le plus compliqué à faire entendre à nos partenaires publics, c'est comment est-ce qu'on ajuste que bah, en fait, le prévisionnel n'est pas nécessairement équivalent au réalisé. Entre ce qu'on avait envisagé au départ et la réalité de ce qui se passe, il peut y avoir de sacrés deltas. Et ça, c'est important de pouvoir bien le rendre perceptible par nos partenaires publics. Ce n'est pas toujours une mince affaire. Alors, je reviens un peu plus sur le CPIE et puis quand même sur le territoire. Globalement, quand on a commencé à nous investir sur la question des haies en 2020, on est parti d'à peu près pas grand-chose en termes de connaissances et c'est là où on s'est vraiment impliqué sur monter en compétences. Donc, j'ai mon collègue Florentin qui est d'ailleurs intervenu pour me reprendre sur le nombre de haies inventoriées. J'ai été vraiment petit joueur avec 41 km. Et donc, Florentin, par exemple, s'est formé du côté du lycée Dufresne. Il est devenu auditeur du label. Il est en train de passer sa certification PGDH. On a participé à beaucoup de journées techniques avec les uns les autres. On est allé rencontrer justement à la mission et Auvergne avec Sylvie, que vous avez entendu tout à l'heure. Catherine, Paul sont venus aussi chez nous. Voilà, on a énormément échangé avec le réseau. Et ce qui fait que on a acquis une légitimité au fur et à mesure, mais de façon relativement rapide quand même, justement sur toutes ces compétences. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les acteurs du territoire nous reconnaissent d'une part la compétence et d'autre part la légitimité pour être non seulement membre de consortium, mais également, dans un certain nombre de cas, chef de file. C'est des choses qui se font de façon naturelle, en fait, simplement du fait d'un positionnement territorial. Et puis également, on pousse en fait à ce que les autres acteurs montent également en compétences. L'objectif, c'est pas que seul le CPIE soit la structure qui sache tout sur tout. Ça n'a aucun intérêt. Il y a largement du travail pour tout le monde. Et donc, c'est vraiment encourager tous les acteurs du territoire à monter sur ces sujets-là. Et donc là, on va, alors encore plus cette année, développer tous les temps avec la pluralité des acteurs pour accompagner leur montée en compétences. Et donc, au bout du compte, tout ça pour se rendre compte que l'enjeu, c'est aller vers une filière de valorisation qui n'existe pas sur le département. Et donc, eh bien, la nécessité de monter un consortium d'acteurs. Donc ça, c'est ce qui se met en place à partir de maintenant et qui est donc fait la suite également de l'ensemble des actions menées. Élaborer la stratégie, définir les engagements réciproques, et puis ensuite aller mobiliser les financements. Et j'insiste, on mobilise les financements après et on monte d'abord le projet, la stratégie, on va chercher les financements derrière, et pas l'inverse. Et puis enfin, on communique. On communique, on communique, on communique, on communique, et on communique encore. Et donc, à un moment, il y a aussi cette prise de conscience sur le territoire de cet enjeu. Et donc, ça permet d'avancer. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Stéphane. Je sais que voilà, c'est des témoignages importants, donc merci beaucoup. Et du coup, je donne la parole à Emmanuel pour parler d'un autre territoire, donc en Pays de la Loire cette fois-ci. Donc vous le connaissez sûrement, il intervient régulièrement. Donc, Emmanuel, je sais pas si tu peux allumer ta caméra. C'est fait. C'est fait? Ah oui, bah, je te voyais pas. Parfait. Et ben la parole est à toi. Euh, Ouais, je vais être court, promis, Paul.
Donc ouais, je vais pas vous redire ce que j'ai déjà dit à multiples reprises lors de précédents webinaires, si ce n'est que ben, on est engagé, on existe depuis 2008 sur la valorisation des haies, la préservation des haies et donc sa valorisation via la filière bois énergie. Donc depuis 2008, on a parcouru un bon bout de chemin puisqu'on est parti de quelques tonnes à 5000 tonnes. Alors ça, c'était l'année dernière. Maintenant, on est plus cet hiver, on est plus sur une base de 6-7 000 tonnes, avec un bon nombre de chaufferies, 43. Et donc voilà, donc pour nous, le tournant et qui a été essentiel, c'est 2016, notre engagement auprès de la fac pour créer le label A. Et ça nous a été vraiment précieux dans le sens où eh ben, on est tous montés, tous ceux qui ont participé à la création de ce label, on est tous montés en compétences, on a appris ce qu'était vraiment la gestion pérenne de la haie. Voilà. Donc, bien évidemment, en 2020, on était opérationnel et donc on a été labellisé label haie avec un premier groupe de 35 agris et aujourd'hui, 2023, on est à 3 ans de labellisation et plus de 50% de nos agriculteurs sont labellisés et plus de 50% de notre bois est label haie. Tout ça pour dire qu'en fait, le label est engager les agriculteurs dans la gestion pérenne, ça se fait très, très bien. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la pédagogie, et ça tombe bien, on a les outils pour ça. On a le plan de gestion durable des haies, PGDH, et le label est, c'est un outil qui certifie, mais en premier lieu, c'est un outil pédagogique d'apprentissage de la gestion et pas à pas, en fait, on peut faire appréhender les agriculteurs à ce qu'est la gestion. C'est pas tout bon, tout mauvais, et on regarde ce qui est bon, on appuie dessus, puis on regarde les marges de progression qu'il convient de faire, et dans un délai qui permet à l'agriculteur de prendre son temps, de changer ses pratiques. Donc, pour faire court, la principale contrainte, enfin pas contrainte, frein que Mayenne Bois Énergie a connu, euh, je vous l'ai dit, c'est pas d'accompagner les agriculteurs, c'est d'avoir la ressource humaine au sein de Mayenne Bois Énergie pour accompagner nos agriculteurs. Donc ça, nombre de structures chez vous aident dans ce cas-là. Et effectivement, embaucher un technicien, en fait, le technicien qui a toutes les compétences de savoir faire un plan de gestion, donc de connaître ce que c'est une haie, de faire un plan de gestion, donc ça veut dire maîtriser un outil informatique, maîtriser la carto. Ensuite, il faut qu'ils comprennent ce que c'est la gestion pérenne, la sylviculture de la haie. Donc là, c'est au travers des indicateurs du label haie. Puis, il faut qu'ils soient pédagogues, qu'ils sachent parler à un agriculteur. Tout ça, c'est de multiples compétences qui ne s'acquièrent pas en un jour. Et effectivement, donc maintenant, on a une équipe, j'ai une équipe de 4 chargés de mission au sein de Mayenne Bois Énergie. En fait, en gros, j'embauche une personne depuis 2016 tous les 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans. Parce qu'en fait, pour former un technicien qui soit compétent, autonome, qui maîtrise tous les aspects de ce que c'est la gestion pérenne, il faut ce temps-là. Donc, dès que j'ai un technicien qui maîtrise, eh bien, j'en embauche un autre. Donc voilà, donc ma dernière embauche, j'ai eu la chance d'embaucher en 2022 un technicien qui était opérationnel en 6 mois. Et donc, la prochaine fiche de poste, ça va être dans pas longtemps, dans un mois. Voilà. Donc, il y a un réel enjeu, effectivement, de créer cette animation, ce projet, cette ambition. Donc, l'appel à projet du MASA tombe à pile, dans le sens où, effectivement, la contrainte de nos structures, en fait, c'est comment embaucher et comment financer cette première année où le technicien être entre guillemets un productif, sachant que pour moi, en fait, et j'imagine que pour tout le monde, en fait, un salarié, un technicien, c'est la richesse de nos entreprises. Donc, il convient d'en prendre soin. Et donc, voilà. Donc, on a un réel enjeu, en fait, de formation de nos techniciens pour qu'on puisse relever le défi qui nous attend. Mayenne Bois Énergie, c'est pas seulement la filière Bois Énergie, notre filière Bois Énergie, c'est également d'accompagner
les territoires. Donc, on accompagne 2 territoires en Mayenne dans le cadre du dispositif de l'Agence de l'eau PSE-XP. Et donc, juste 2 mots là-dessus. En fait, 2 territoires, 2 bassins versants avec 2 approches différentes. Un bassin versant, donc la Colmont que vous avez sans doute déjà entendu, hein, qui a pris la décision, et c'est génial, d'embaucher un technicien bocage. Donc on l'a accompagné, formé, et au bout de même pas 2 ans, en fait, le technicien en question donc était totalement autonome. Et donc le BV, précisément la communauté de communes du bocage mayennais, maintenant assure elle-même l'animation de son territoire. Voilà. Donc, c'est notre rôle également d'accompagner ces territoires et de former les techniciens bocage. Et en ce moment, en Mayenne, on a la chance que toutes les communautés de communes, ou presque, ont embauché ou vont très prochainement embaucher un technicien bocage. Et donc, une des missions de Mayenne Bois Énergie, comme Sylvie le disait tout à l'heure, on n'a pas vocation à tout faire, on a vocation à travailler en coopération. Et donc, en fait, on s'engage auprès des collectivités pour former les techniciens bocage dans leur territoire et de les accompagner dans leur projet. Et puis, pour être très concis, juste par rapport à l'idée de consortium, en fait, juste un mot là-dessus. En Mayenne, le département et le conseil départemental de Mayenne est très, très actif. Et on a la chance d'avoir un conseil départemental qui est génial, puisque, en fait, on avait plus ou moins l'habitude depuis quelques années de travailler en collaboration informelle avec la FDCUMA et puis le CIVAM 53. Et puis l'année dernière, en fait, le conseil départemental, mais nous on était tout à fait pour, hein, nous a demandé de nous mettre autour de la table et de bâtir une ambition pour le département en complément des actions déjà réalisées par la Chambre d'agriculture de Mayenne. Et donc, au printemps dernier, il y a pile un an, on s'est mis autour de la table en disant quelle est notre ambition, quelle peut être l'ambition qu'on peut proposer au département. Donc, on a tout écrit et donc, à la fin, le département nous a dit, mais toutes vos idées, nous, ça nous convient super bien, on les reprend toutes. Et maintenant, organisez-vous. Et donc, on s'est organisé, qui fait quoi, quelle est la tête de file, action par action, et qui vient en binôme, en complément. Donc, tout est écrit. Je ne développe pas, hein, c'est ce qu'a expliqué tout à l'heure un peu Sylvie, ce qu'a expliqué un peu Stéphane. Et donc, en fait, on a des actions voilà, qui sont vraiment très complémentaires les unes aux autres. Par exemple, en amont, il y a toute la problématique enfin, un des freins pour les agriculteurs d'aller vers la gestion pérenne, c'est le temps pour aller directement gérer ces haies. Et donc, ils disent, bon, moi, je serais d'accord, mais moi, j'ai pas le temps de prendre la sonneuse. Et donc, on est en train de travailler avec tous les prestataires mayennais, en tête d'abattage qu'en déchiquetage, etc., pour les former, que ce soit des CUMA ou des entreprises, des ETA, hein, pour les former à la gestion pérenne et pouvoir offrir un catalogue de prestataires formés aux agriculteurs. Donc ça, c'est un des volets. Il y en a d'autres, hein. Il y a les filières de valorisation sur lesquelles on travaille. Valorisation en complément du bois énergie en bois litière, en bois d'œuvre local et durable. Donc, oui, il faut que j'arrête, c'est ça. Donc voilà, donc voilà, il y a tout un panel et juste en point final, donc ça s'appelle un projet pour nous et tombe à point nommé. Nous reste à voir si Mayenne Bois Énergie fait une réponse individuelle ou si on bâtit un consortium avec la coopération qu'on a actuelle avec l'AFD-CUMA ou les CIVAM, ou peut-être que ce qui a été abordé par Catherine tout à l'heure, peut-être que les CIVAM, l'AFR CIVAM va être tête de file pour les CIVAM et les antennes départementales. Donc, tout est à réfléchir. Et toujours est-il que même si on répond en individuel, il faut toujours avoir l'esprit de travailler en coopération. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était très bien et synthétique. Effectivement, là, tu soulignes le nombre d'acteurs à fédérer autour de l'action de gestion durable D est important. Donc, on a vraiment un panel plus important même que sur la plantation. Donc là, la logique de consortium a encore plus sa plus-value. Donc, il faut vraiment prendre le temps et essayer d'engager ça. Alors, même si tout n'est pas parfait pour cette première année, vous pourrez consolider l'année d'après. Et donc, nous, la fac, on va travailler en tant que ressource, hein,
une base, une trame de rédaction, de réponse à l'appel à projet gestion, avec tous ces gradients. Donc, je ne vais pas rentrer dans le tableau parce qu'on n'a pas le temps, mais vous voyez, vous avez par niveau, on va dire, de maturité des projets de territoire sur la gestion durable des haies. Il y a un certain nombre d'actions que l'on peut conduire. Donc, on va dire que ce qu'a présenté Stéphane, on est vraiment sur le niveau 1, 2. Donc, on commence le lancement et la mise en œuvre d'engagement des agriculteurs. Et donc, vous avez démarré la thématique de la gestion durable. Et puis, ce qu'a présenté Emmanuel, on est plus sur le déploiement du label E et l'accompagnement à la progression des pratiques des agriculteurs dans le label, dans la gestion durable. Et donc, avec un certain nombre d'actions, donc de gradients et d'actions, donc du projet de territoire au partenariat. Donc là, c'est vraiment les logiques de consortium, d'organisation des compétences, de la montée en compétences des techniciens au sein même de la structure. Donc avec des montées des fois très rapides en 6 mois, des fois 1 an, 2 ans, d'engagement des agriculteurs dans la gestion, d'accompagnement au changement de pratique, de mobilisation des acteurs. Donc tu citais Emmanuel sur tous ceux qui peuvent faire des chantiers clés en main parce que l'agriculteur ne fera peut-être pas tout. Des valorisations filière biomasse et là avec le basculement, le switch sur l'appel à projet filière. Donc faut bien avoir en tête qu'il va falloir imbriquer les deux et ne pas les superposer. Donc tout ce qu'on met là, c'est éligible à l'appel à projet animation gestion. Mais à partir de là, quand on rentre dans la valorisation économique filière biomasse, donc dès qu'on passe à l'étude d'opportunité et de faisabilité, on bascule dans l'appel à projet filière qui va être lancé prochainement avec l'ADEME. Et ça va jusqu'à la sensibilisation, communication. Donc, tu en as parlé, Stéphane, communiquer, communiquer, communiquer pour installer le champ voilà, de la gestion durable dans la tête de tout le monde. C'est hyper important. Donc, voilà les grandes lignes et le panel. Donc, vous verrez où est-ce que vous voulez vous situer. Mais même quand on est au tout début, qu'il n'y a rien qui est lancé, on peut répondre à cet appel à projet gestion et c'est voilà, c'est hyper important. Donc, nous, on fera une trame d'appui qu'on vous soumettra et qui sera voilà, partagée dans les ressources. Les fiches de poste aussi dont tu as parlé, parce qu'Emmanuel recrute déjà. Mais voilà, il y aura une fiche de poste voilà, qui ont déjà été établies. Même Emmanuel ou Stéphane ont travaillé là-dessus. Donc, pour animer un travail de gestion durable auprès des agriculteurs, mais aussi de tout un territoire et des acteurs. Des personnes ressources auprès de qui vous pouvez aussi vous rapprocher pour construire ces consortiums, donc les référents régionaux Label E, donc voici le lien, on le remettra dans le chat. Les étapes de labellisation aussi Label E pour que vous puissiez vous le remettre en tête et une vidéo de présentation de PHDH. Voilà, donc dans les actions qu'on peut conduire. Et je donne la parole à mon collègue Benjamin qui va parler des aides à l'investissement. Normalement, c'est bon. Euh, on attaque une nouvelle partie plus sur le volet investissement pour préciser certains éléments. On va essayer de faire assez rapidement, mais on va revenir sur le sujet du végétal local, l'implantation de la régénération naturelle assistée, multiplantation et le financement en tant que tel. Sur le végétal local, pourquoi revenir sur le végétal local? Parce que c'est quelque chose qui est laissé au choix des territoires de faire inscrire ou non végétal local comme une condition ou comme, en tout cas, inciter à la prise en compte de végétal local dans les plantations. Donc, les questions qu'il y avait sur ce sujet-là lors du webinaire organisé par le ministère de l'Agriculture vendredi dernier concernaient essentiellement les aides à destination des producteurs de plants marqués végétal local. On reviendra dessus au cours de la présentation, mais n'hésitez pas s'il y a d'autres questions qui vous viennent en cours de route, puisse aussi les traiter. Alors, petit point sur la filière. Donc, végétal local, je rappelle simplement, c'est une filière de production, c'est une marque qui auquel adhère à tout un écosystème de production, des collecteurs, des producteurs, des personnes qui font les deux, tant sur le volet herbacé que ligneux. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le côté ligneux. La marque en tant que telle défend une origine tracée sur des territoires, donc des territoires qui sont là sur la carte en couleur, donc des écotypes en gros, et ce qui est défendu par là, c'est aussi des aspects de cohérence territoriale sur les aspects de biodiversité, dans les plantations sur les aspects de fonctionnalité écologique,
sur les aspects de résilience aussi. Et c'est pourquoi que le MASA recommande finalement de recourir au plan végétal local tout en laissant la liberté au DRAF de pleinement s'approprier le sujet ou de ne pas se l'approprier pleinement et de laisser un minimum. Donc la filière en tant que telle, c'est 89 acteurs de production sur les lignes, une filière très très dynamique. On attend 25, entre 25 et 30 candidats juste sur la filière ligneuse là, pour l'année 2024. En termes de production, les estimations qu'on a pu faire tendent jusqu'à un potentiel de 5,5 millions de plants produits pour 2024, donc par an. Et avec le dynamisme de la filière, les aides qui pourraient venir via le pacte, des projections, on peut projectionner sur 9 millions de jeunes plants produits par an à partir de 2026. Donc, ce n'est pas les besoins qu'on aura en 2026, c'est vraiment la capacité de production de la filière. Alors, la production actuelle face aux ambitions du pacte, les ambitions du pacte, c'est 50 000 km de linéaire de haies implantés d'ici 2030, avec une partie de régénération naturelle assistée, avec c'est du gain net, il va falloir planter plus. Juste un petit graphique pour vous présenter de manière progressive ce que ça pourrait donner. Donc, 2024, aux alentours de 5 000 km et progressivement augmenter jusqu'à un potentiel de 10 000 km par an d'ici 2030. La capacité actuelle est de 5,5 millions de plants par an, c'est ce que je viens de dire. Sauf que c'est tout usage confondu, c'est-à-dire que ce pas des plants qui sont dévolus juste aux haies. Donc, dans les faits, il y en a moins qui peuvent aller sur les haies en tant que telles. Et par ailleurs, on sait qu'actuellement, les plantations, on ne peut pas quantifier précisément à combien de pourcentage de taux d'intégration on a de végétal local dans les haies, mais on n'est de loin pas, ne serait-ce qu'à 50%. On est à 50% sur les programmes qui le demandent, mais ailleurs, non. Quelques points d'alerte sur la filière qui méritent que la filière puisse être consolidée en matière de production. C'est qu'environ 15% des producteurs produisent 85% des plants. Donc la filière repose sur un écosystème assez petit finalement de producteurs parce qu'il y a énormément de producteurs de petite taille. C'est pas qu'ils n'ont pas vocation à grossir, hein, c'est des producteurs qui actuellement sont sur le marché depuis 3 ans et donc ils sont encore dans des démarches de progression en termes de production. Et justement, ces producteurs qui ont moins de 3 ans, c'est quasiment la moitié de l'ensemble de la profession de production. Donc, quelque chose de très dynamique, une filière très dynamique et qu'il faut consolider. Un autre point, un autre constat, c'est que la demande en jeunes plants actuellement, elle repose le plus souvent sur le bon vouloir des opérateurs de plantation, c'est-à-dire qu'il y a compensation s'il y a végétal local, il n'y a pas incitation à mettre en place du végétal local. Il y a quelques programmes qui lui ont permis, des programmes portés par les régions, souvent qui ont plus qu'encouragé, qui ont conditionné certaines subventions au recours à végétal local, mais ça reste anecdotique. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a quasiment, alors c'était des chiffres de janvier 2024, donc très récent, sur ne serait-ce que 4 grosses pépinières de production française, quasiment un reste de 1 million de plants. Donc, il y a une capacité de production qui doit être consolidée, mais qui en plus n'est pas utilisée dans sa totalité. Alors, il y a différentes raisons, hein, c'est des plants, la diversité des plants qui restent n'est pas forcément les espèces qui étaient demandées, peut-être des plants qui ont été gardés aussi 2 ans. Enfin bref, sur les 1 million, c'est pas 1 million qui aurait pu être utilisé forcément pour de la haie, mais c'est quand même plusieurs centaines de milliers de plants qui auraient pu être utilisés pour de la haie et qui ne l'ont pas été. Alors, c'est des constats qui peuvent être un peu surprenants, mais qui finalement justifient une ambition politique qui est encourageante. Végétal local est mentionné dans la stratégie nationale de biodiversité au titre des haies, c'est mentionné dans sa déclinaison opérationnelle du pacte, où il faut assurer un approvisionnement sur le long terme de plantes de qualité et d'origine tracée
les dispositifs de plantation. Et c'est pourquoi il y a le ministère de l'Agriculture va déployer 2 appels à projets dans lesquels le végétal local va être concerné de manière directe. Le premier, c'est un appel à projet national, graines et plants, donc de soutien à la filière de production de jeunes plants forestiers et agroforestiers. Alors, en gros, ça se calque sur le dispositif d'accompagnement qui était proposé lors du plan de relance et qui ne visait qui ne visait que les producteurs forestiers. Et pour le dispositif associé au pacte et qui devrait s'ouvrir au printemps, sont intégrés les pépinières et collecteurs agroforestiers. Donc, il y a une ouverture sur cette gamme de production agroforestière. Donc, les pépiniéristes et les collecteurs vont pouvoir bénéficier d'aides à l'investissement de l'ordre de 40% pour investir dans du matériel spécifique filière. C'est un accompagnement, quelque chose qui va vraiment, un appel à projet qui va vraiment pouvoir booster et sécuriser l'offre actuelle proposée par les pépiniéristes. Je ne rentre pas plus dans les détails et je passe directement à l'autre appel à projet qui sont des appels à projets régionaux et qui concernent davantage la demande. Donc, ces appels à projets d'investissement où il est laissé à la liberté des DRAF la possibilité de mentionner végétal local. Le cadrage national indique simplement qu'il y a possibilité de s'appuyer sur un barème national pour compenser le surcoût lié à végétal local. Il y a incitation, sans plus de précision, à promouvoir, encourager le recours à végétal local ou à MFR dans le cadre des plantations de haies. Mais les déclinaisons sont variables sur les territoires. Certains territoires se refusent à mentionner végétal local dans les conditions, en tout cas jusqu'à présent, c'est les retours qu'on peut avoir, tandis que d'autres y vont. Et notamment des territoires sur lesquels il y avait déjà des dispositifs régionaux qui intégraient végétal local en tant que condition. Donc un tableau très succinct, on ne va pas détailler, mais juste pour vous montrer que voilà, dans certains dispositifs régionaux, donc des FEADER, il y avait ambition qui devrait être reprise vraisemblablement dans la déclinaison du pacte. Donc, par exemple, en Pays de la Loire, 50%. Les aides sont conditionnées au fait qu'il y ait 50% de plans VL dans le projet de plantation. En Bretagne, c'est 35%, le programme Brest-Bocage 3 dont a parlé Yann tout à l'heure. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'était 50%. Donc des aides uniquement lorsqu'il y a 50% de plans VL dans le programme. C'est possible, pourquoi? Parce qu'il y a de la production. On a pu travailler sur des disponibles potentiels de plans par région administrative. Des choses qu'on a fait remonter au draft. C'est encore, les choses peuvent encore évoluer, mais n'empêche que, étant donné que c'est laissé la liberté au draft d'arbitrer comme elles veulent, il y a le risque aussi que le végétal local ne soit pas du tout mentionné dans les conditionnalités pour le label à projet investissement. Donc, en synthèse, le pacte, c'est une belle opportunité pour les pépiniéristes agroforestiers, et notamment végétal local. Il y a une ambition politique encourageante, en fait, végétal local sont mentionnés au titre de la stratégie nationale biodiversité, mais un danger quand même, parce qu'actuellement, le fait de ne pas inciter à la demande de végétal local, ça implique qu'il y a une prise de risque uniquement du fait des pépiniéristes. Il faut que les pépiniéristes produisent plus pour espérer avoir plus de végétal local dans les. Or, c'est un risque, hein, et donc une solution, ce serait de dissiper le risque en incitant à recourir à des plans marqués végétal local dans la plantation. Et ça se fera du coup arbitrage. Pour justement recourir à du végétal local, il y a différents retours d'expérience qui peuvent servir de point d'appui, notamment des outils qui ont été mis en place dans certaines régions pour dimensionner les besoins en collecte de graines et en production de jeunes plants par rapport à des objectifs de plantation. Donc 500 km linéaires, ça veut dire quoi en termes de nombre de plants produits de chaque essence usuellement plantés dans les séquences de plantation? Ça veut dire quoi en poids de graines et poids de fruits à collecter? C'est très important pour structurer les filières, définir les termes d'une conditionnalité adaptée à chaque territoire. Il y a certains territoires qui ont déjà du recul et de l'expérience à partager sur l'instruction de dossiers dans laquelle il y a des conditionnalités sur le végétal local. Et donc, c'est important qu'il puisse y avoir aussi transfert un peu de retour d'expérience entre les régions.
Donc, deuxième élément concernant le volet investissement, c'est la mention de la régénération naturelle assistée en tant que potentiel sujet d'éligibilité pour le volet investissement. Euh, donc voilà, ce qui est marqué, ce qui nous a été partagé vendredi par le MISA, c'est que dans la limite de 10% de l'ensemble du projet de plantation dans l'exploitation agricole, il peut y avoir euh, de la régénération naturelle assistée qui puisse être financée. Euh, voilà, ça soulève certaines questions, notamment sur donc ça c'est les questions issues justement aussi du webinaire, hein. Notamment sur 10%, mais de quoi? Est-ce que c'est par dossier agriculteur? Est-ce que c'est pour un ensemble de dossiers au niveau de l'opérateur? Une question qui a remonté, qui est déjà remontée au ministère. Et autre question qui a remonté, c'est comment est-ce qu'il est possible, étant donné que la RNA est encore à un stade exploratoire, expérimental, de d'éviter finalement, et étant donné qu'il n'y a pas de barème pour la régénération naturelle assistée, d'éviter finalement la nécessité de devoir demander 3 devis pour, euh, pour bénéficier des aides. Donc ça, voilà, il y a eu d'autres questions, hein, notamment la distinction entre enfin, l'évaluation du succès de la RNA, est-ce que ça va être évalué au bout de combien de temps? Il y a certaines réponses qui vont être données là dans la présentation, pas succinctes, et sinon ça pourra vous être donné ultérieurement leur partage à la régénération naturelle assistée. C'est un concept avec différentes méthodes, allant d'andins, de végétaux, minéraux, euh, à du semis de graines, de la simple mise en défense de linéaires, d'espèces. Donc, beaucoup de techniques différentes qui peuvent être finalement accompagnées via l'appel à projet à investissement. Donc, voilà, que ce soit pour de la bande enherbée, l'enrichissement de plants sur l'enrichissement de plants sur une régénération naturelle existante ou du semis de graines. Voilà, ce sont des choses qui vont pouvoir être accompagnées seules ou en cumul, hein, c'est-à-dire qu'un semis pourra venir compléter peut-être une bande enherbée. Euh, les, la question de la clôture ne concerne que les parcelles d'élevage. Et le financement ne se fera pas a priori sur contrôle de réussite du projet, mais sur preuve de mise en œuvre. Malgré tout, le suivi, étant donné que la régénération naturelle assistée, c'est quand même quelque chose au long cours, il faut plusieurs années avant d'observer des résultats et il faut pouvoir être actif aussi sur site plusieurs années pour vraiment accompagner le développement naturel de la haie. La nécessité de pouvoir prévoir un suivi à court et moyen terme plutôt via l'appel à projet animation, mais pour que les opérateurs puissent aller visiter la haie et dégarnir finalement au pied des jeunes plants d'arbres qui auraient été réimplantés ou qui se seraient développés naturellement, mais pour leur laisser la place. Pas faire de l'entretien, mais c'est jardiner au pied par pied si besoin pour que la haie puisse qu'il y ait maximisation de chances de réussite de cette régénération naturelle assistée. Donc le financement pourrait être pris à 100% du projet tant que la conditionnalité du 10% là, est respectée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la RNA dépasse 10% sur un projet de réimplantation de lait. Il n'y a pas de barème existant, donc c'est sur devis et sauf retour contraire du ministère, il faudra pouvoir mettre en concurrence trois propositions dans les demandes de subvention. Alors, juste mentionner encore rapidement sur ce sujet qu'il y a des techniques en cours d'expérimentation. On a déjà eu par le passé. Actuellement, il y a 3 expérimentations que l'on suit un peu plus au sein du réseau. Une expérimentation en Île-de-France, une en Grand Est, une en Bourgogne-Franche-Comté pour tester en fait différentes modalités. Évaluer les facteurs de réussite, le travail du sol, le couvert, le paillage, mise en place d'andins, le semis de graines prégermées. Donc, il va y avoir pas mal de retours d'expérience à valoriser d'ici 2-3 ans. On ne manquera pas d'en
enfin, profiter de tout le réseau par webinaire, notamment, mais sûrement pas que les webinaires. Merci, Benjamin. Je laisse la Ça parole va, Catherine? voilà, à, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, Donc, Laurent. à Laurent qui va vous présenter donc, un outil qui va être mis à disposition là par rapport au lancement de l'appel à projet sur lequel Laurent travaille déjà depuis plusieurs mois et qui va être opérationnel. Donc, c'est un outil métier pour l'accompagnement des plantations. Je te laisse la parole. Voilà. Ok. Merci. Alors, l'outil plantation, c'est quoi et ça sert à quoi? Donc, la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, l'outil plantation. Donc, en fait, c'est une base de données pour ceux qui sont, si vous avez suivi le plan de gestion, ça va fonctionner de la même manière. Donc, c'est une base de données nationale qui permettra d'enregistrer numériquement les données relatives aux plantations. Donc avec géoréférencement. Donc pour info, ça fonctionnera sur la même base que le référentiel du plan de gestion. Donc ce sera des outils qui vont vraiment fonctionner ensemble. Et donc ça va pouvoir permettre différentes actions, aussi bien au niveau local que à toutes les échelles jusqu'au niveau national. Donc au niveau local, on va pouvoir aller enregistrer des projets de plantation depuis le premier entretien avec le gestionnaire bénéficiaire jusqu'au projet réalisé, voire après pour le suivi des plantations. Ça permettra aux structures qui réalisent des plantations de suivre des projets de plantation à différentes échelles spatiales et temporelles et ça permettra d'optimiser le temps de saisie et d'extraction des informations puisque l'extraction sera automatisée. À l'échelle communale au national, donc principalement pour les politiques publiques et les financeurs, cet outil permettra d'intégrer déjà les politiques publiques nationales, de rendre accessibles et comparables les données sur le territoire national, d'enregistrer les données d'une manière standardisée sur tout le territoire. Ça permettrait également une historisation des données à l'échelle nationale et là encore, ça permettra d'optimiser le temps de saisie et d'extraction des informations. Donc sur la diapo suivante, on peut voir en fait comment on va aller saisir les données dans cette base de données. Donc on part d'une orthophoto ou du terrain. Et via QGIS, donc, qui est un programme open source, pour ceux qui connaissent le plan de gestion, le PGDH, c'est le même logiciel. Et donc, c'est ce logiciel qui va permettre d'aller contrôler, d'aller créer des linéaires, d'aller modifier le tracé de linéaire et d'aller saisir toutes les informations qui se trouvent dans un linéaire et de les organiser en projets. Donc ensuite, ces informations sont stockées dans la base de données et il sera possible d'exporter de manière automatisée les données. Par exemple, ce sera des fichiers Excel, des rapports et des cartes. Et là, c'est en cours de travail pour déterminer quels sont les exports qui vont être nécessaires. Sur la diapo suivante, on peut voir qu'en fait, c'est un exemple des informations qui sont renseignées dans un linéaire. Donc, c'est vraiment une base de données qui va pouvoir stocker les informations de chaque linéaire de plantation. Et donc, quand le technicien va les saisir, les informations, il aura un formulaire avec différents indicateurs à cocher ou sélectionner. Et ce sera enregistré directement dans la base de données. Et ensuite, une fois que le technicien a terminé de saisir, il pourra aller faire des exports directement, car la saisie dans la base de données se fait directement. Et donc, sur la diapo suivante, très rapidement, c'est en fait les acteurs qui sont concernés par cet outil. Là encore, on a vraiment toutes les échelles qui sont couvertes. Donc, à l'échelle locale,
c'est les structures qui réalisent des plantations, donc le technicien qui va pouvoir aller enregistrer, modifier, exporter et croiser les données plantation dont il a besoin. Et donc, ça concerne indirectement le gestionnaire. Et pour les structures qui réalisent ces plantations, bah, ça va leur permettre de faire des bilans ou des croisements encore entre leurs différents projets de plantation. Et donc pour les politiques publiques et les financeurs, ce sera des données qui seront utilisables pour les politiques publiques, à échelle nationale, régionale, départementale, communale. Ça pourra alimenter aussi des données pour la communauté scientifique et ça permettra aux financeurs de suivre leurs projets, donc d'enregistrer des données relatives au financement et là encore possibilité de croiser les données selon les différents programmes. Et donc un dernier point sur la diapo suivante, c'est le calendrier. Donc l'outil il est en cours de développement depuis 2021. Et donc là, actuellement, on est en train de faire les tests à l'échelle de projet. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les volontaires qui nous aident à tester, qui nous font des retours vraiment très précieux pour pouvoir mettre en place un outil qui corresponde aux besoins des techniciens. Et au printemps de cette année, on souhaiterait mettre en production l'outil. Mais comme je vous l'ai dit, là, on est en train de travailler sur les exports et donc voilà, on espère pouvoir mettre l'outil en production au printemps. Et après, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Donc là, c'était vraiment une présentation rapide, mais au printemps, on vous fera vraiment une présentation complète et on expliquera comment fonctionne l'outil, comment on l'installe, comment l'obtenir et tous les détails qui y sont liés. Merci. Donc, cet outil n'est pas imposé aux structures, en tout cas pas dans l'état actuel. Donc, c'est un outil qu'on mettra donc à disposition des acteurs pour faciliter l'accompagnement des plantations. L'outil sera payant, mais au coût de fonctionnement, donc un coût qui est du même ordre que ceux qu'on a sur les autres outils à la fac, donc qui est relativement bas. Voilà, puisque il y a quand même des coûts de fonctionnement qu'on doit assurer. Merci, Laurane. Alors, Paul, si tu peux Oui, passer je la suite. passe. Donc, l'avant-dernière partie, donc avant de laisser la parole à nos partenaires des régions Grand Est et Bretagne, qui vont vous expliquer la particularité de ces régions. Donc, je vais donc mettre le doigt sur un dispositif nouveau aussi dans cet appel à projet, donc cette fois-ci du côté investissement, si tu peux passer, pour la possibilité pour les opérateurs de porter le dossier d'investissement en lieu et place des agriculteurs. Donc, c'est vraiment un dispositif nouveau qui, au lieu que ce soit l'agriculteur qui reçoive ses subventions, c'est l'opérateur qui reçoit les subventions donc, à la place de l'agriculteur ou de groupes d'agriculteurs. Donc, comment ça peut fonctionner, s'il te plaît? Alors, d'ailleurs, c'est des questions qui ont été posées dans le chat lors du webinaire de vendredi. Donc, est-ce qu'il y aurait des exemples de conventionnement qui seraient apportés? Est-ce que c'était possible de faire ce système de portage en lieu et place des agriculteurs? C'est des collectivités qui ont particulièrement posé ces questions. Mais ça pose d'autres questions de financement et d'acompte, parce que derrière, ça veut dire des questions de trésorerie. Et puis, par contre, ça peut résoudre en partie la problématique des 20% qui a été longuement évoquée lors du webinaire vendredi. Alors, là, on voit tous les acteurs en place. Donc, on a les agriculteurs qui vont être les bénéficiaires finalement finaux, l'opérateur qui organise, la DRAF et la DDT qui sont les services instructeurs suivant les régions, et puis des parties prenantes entreprises, pépiniéristes, fournitures de matériaux et potentiellement des entrepreneurs de travaux. Donc, comment ça va pas se passer? Donc, l'idée, c'est qu'il y ait une convention d'engagement qui soit signée entre l'opérateur et l'agriculteur. Donc, l'agriculteur 1, mais tous les autres agriculteurs, s'il te plaît. Et qui, du coup, cette convention d'engagement pourrait donc permet à l'agriculteur s'engager à réaliser les projets auprès de l'opérateur et donc indirectement auprès de l'État, à prendre en partie des travaux à sa charge, de déclarer les plantations à la PAC, de gérer durablement les plantations, ce pourquoi il sait demander quand il est demandeur individuel. Et par ailleurs, il donne mandat de gestion de l'agriculteur à l'opérateur
faut faire la demande de subvention à sa place, un peu sous la forme d'une idée de bénéficiaire associé, l'agriculteur étant le bénéficiaire associé de l'opérateur. Donc, ce mandat de gestion se fait sur la base d'un plan de projet prévisionnel, d'un tableau récapitulatif de projet et bien sûr de l'accord du propriétaire s'il y a fermage. Et en contrepartie, l'opérateur s'engage à mettre en œuvre le projet, donc à faire toutes les démarches pour que le projet soit réalisé jusqu'à son terme, à faire les demandes de subvention en lieu et place de l'agriculteur et de reverser à l'agriculteur la part de subvention suivant les travaux qu'il a réalisés. Et donc, quand toutes ces conventions sont signées, l'opérateur rassemble donc les conventions dans un dossier dans lequel donc, il y a la synthèse du récapitulatif de tous les travaux basés sur le barème qui donc permet d'avoir un tableau, un projet de subvention initial global qui peut présenter du coup à la DRAF. Donc ensuite, on passe à l'étape 2. Donc on prépare les travaux et on prépare les commandes. Donc l'opérateur finalise les projets donc, avec les agriculteurs. Et donc à partir de ça, il va pouvoir donc, engager donc, les commandes auprès donc, des pépiniéristes. Donc, il consulte les entreprises, tout type d'entreprise, fournitures, mais aussi travaux, et il engage les contrats de mise en œuvre. Donc, c'est lui l'opérateur qui va être finalement l'acheteur des fournitures et éventuellement l'opérateur qui va aussi être le commanditaire des travaux de manière chef de file de l'ensemble des agriculteurs avec lesquels il a signé des engagements, des conventions d'engagement. Donc, on passe après à la mise en œuvre. Donc là, l'opérateur va toujours être le coordinateur des travaux. Donc, il va accompagner la mise en œuvre de travaux. Il va commander les plans, donc à partir d'une liste établie. Faire suivre. Voilà. Donc après, les plans vont être livrés aux agriculteurs. Il va après accompagner les agriculteurs pour mettre en place les travaux. Donc, soit les agriculteurs font les travaux eux-mêmes, soit donc il va solliciter des entrepreneurs pour réaliser les travaux. Donc, l'opérateur ayant le rôle d'accompagnateur, donc il va permettre d'organiser les travaux, distribuer les plans, piqueter, organiser potentiellement des chantiers participatifs pour ce faire. Quand les travaux sont terminés, les entreprises facturent à l'opérateur en une seule fois et l'opérateur donc paye les factures en lieu et place des agriculteurs, puisque c'est lui qui va recevoir en partie donc, va recevoir les subventions. Et donc la dernière étape, c'est le solde du projet de subvention. Donc là, du coup, l'opérateur va préparer le dossier de bilan des travaux et des plantations. Il va du coup garantir que tous les travaux ont bien été réalisés chez les différents agriculteurs. Donc, il va préparer son dossier de bilan, il va attester cette réalisation, il va faire le tableau de réalisation du récapitulatif et il va demander la subvention donc, au service instructeur. Le service instructeur va du coup déclencher, si tout est bon, la subvention, le solde tout du moins, qui va permettre donc de se faire rembourser des travaux réalisés, mais aussi de pouvoir payer la part des travaux réalisés par les agriculteurs, donc en reversant la part de subvention, puisque les agriculteurs sont considérés comme des bénéficiaires associés par convention d'engagement. Voilà un petit peu l'idée qui est proposée dans cette forme de portage par l'opérateur, mais cela donc va vouloir dire des avantages et des inconvénients à ce dispositif. Si tu peux passer, s'il te plaît. Donc, les avantages, ça a permis de basculer potentiellement une partie de l'animation sur l'investissement, en particulier les cas des chantiers participatifs qui posent problème, puisque on est entre l'animation et les travaux. Donc, en fait, d'une certaine manière, c'est de l'investissement indirect à la place des entreprises ou des travaux faits par les agriculteurs. Ça permet de ne pas avoir de refacturation aux agriculteurs, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui aujourd'hui achètent les fournitures et les refacturent aux agriculteurs. Donc, ce qui est relativement chronophage de refacturer, en plus avec des risques d'impayés et avec la problématique des TVA, et en particulier pour les associatifs, parce que du coup, ça les fait basculer du côté de l'imposition sur les sociétés. Et puis, dernier point, ça simplifie les démarches administratives, puisqu'il y a une seule demande de subvention entrante et sortante. Par contre, il y a un risque donc majeur qui est bien noté, qui a été noté dans les questions, c'est le problème de la trésorerie, donc qui est vrai pour du coup l'opérateur, mais qui est vrai pour l'agriculteur quand il est lui-même bénéficiaire de la subvention directe et qui d'ailleurs a posé des problèmes dans le cadre du plan de relance. Mais c'est aussi le cas, encore plus si on est opérateur collectif,
puisque là, on va avancer plus de trésorerie. Donc, ça veut dire que pour pouvoir répondre à cette demande-là, il y a une nécessité d'acompte absolument nécessaire donc, au cours du projet. Et puis, éventuellement, une demande qu'on a portée à connaissance du MASA, c'est la possibilité de prendre en charge une ligne de trésorerie, donc les frais de la ligne de trésorerie. Ça peut se faire dans le cadre des crédits européens. Donc, on a proposé au MASA de voir et d'étudier la question de savoir si ça pourrait se faire dans les coûts donc, d'investissement, de prendre les coûts de ligne de trésorerie. Et puis, bien sûr, comme on fait tous quand on est chef de file, on reverse aux bénéficiaires associés qu'au solde de la réception de la subvention. Et puis, le deuxième risque, c'est la non-réalisation par les agriculteurs. Donc là, il faut absolument donc s'engager, avoir une convention d'engagement avec une clause de remboursement éventuelle si jamais l'agriculteur ne réalise pas. Et puis aussi, comme on travaille dans un projet collectif, c'est la possibilité de basculer d'un projet sur un autre, puisqu'on a souvent des fois des retardataires qui donc du coup ne peuvent plus bénéficier de la subvention puisqu'on a déjà envoyé le dossier. Voilà, donc nous, on va travailler sur cette éventualité. On- on espère que ça peut intéresser des opérateurs. Enfin, on pense que c'est quand même un dispositif qui pourrait intéresser des opérateurs. Donc, on va essayer de travailler sur des exemples de conventions d'engagement, opérateurs agriculteurs, pour pouvoir aider à la mise en place de ce dispositif. Et puis, comme vient de l'exposer Laurane, eh bien, en fait, l'outil plantation permettra, par des exports automatiques, de produire ces demandes de subventions à des échelles territoriales, collectifs d'agriculteurs ou toute autre unité d'agglomération. Et dernier point, nous mettrons bien à disposition des exemples de conventions d'engagement opérateurs agriculteurs, un exemple type, donc ça pourra vous aider. Donc ça fait partie du kit Pacte en faveur des haies qu'on vous mettra à disposition. Merci. Et donc, Voilà. pour finir, donc, on vous propose de faire un petit zoom sur la question du lien avec les programmes existants et en particulier les programmes régionaux, parce que c'est un des points qui a été fortement questionné lors du webinaire du ministère. Donc, si tu peux passer. Oui. Ah, Ouais, voilà, donc je ne vais pas revenir dessus. Il y a eu beaucoup de questions autour de ces points-là. Et donc, on va laisser la parole à deux partenaires, donc la région Bretagne et la région Grand Est, qui vont vous expliquer les particularités de ces régions-là. Donc, on laisse la parole donc, à Maëlys d'abord et après donc Manik Lebegek et ensuite Céline Gardès. Maëlys. Bonjour, oui, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc voilà, un petit point d'actualité sur le cas concret de la région Bretagne dans une actualité qui est très mouvante. Donc je n'ai pas forcément toutes les réponses opérationnelles à ce stade. Ce qui est certain, c'est que donc pour la Bretagne, mais comme dans d'autres régions, on avait déjà des dispositifs historiques mis en place en faveur du bocage. Ces dispositifs se sont construits sur le long terme avec plusieurs partenaires financiers. Donc aujourd'hui, on a le pacte avec une grande opportunité de déployer encore plus les actions pour la haie. Donc c'est vraiment une grande chance et c'est très positif. Maintenant, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de réussir à articuler les deux, s'assurer de la synergie des différents dispositifs, de leur complémentarité, et puis de ne pas perdre de temps à recommencer des choses qui ont déjà été construites et qui fonctionnent avec leurs imperfections, mais en tout cas, de repartir aussi de l'existant quand il est là. Donc aujourd'hui en Bretagne, nous, on discute avec les DRAF. Il y a des choses qui sont annoncées au niveau national, un certain nombre d'arbitrages qui seront posés au niveau régional par les DRAF. Donc l'idée, c'est bien sûr de s'adapter au contexte régionaux. Donc en Bretagne, nous, on a un dispositif qui ressemble beaucoup à ce qui est proposé dans le pacte. Donc on n'a pas forcément tout le menu, mais l'idée, c'est aussi d'améliorer le dispositif d'année en année et puis de s'enrichir de ces propositions et de ces nouvelles opportunités. Donc on soutient l'animation, on soutient la réalisation des travaux bocagers. Donc, ça vous a été présenté en début de webinaire, hein. Aujourd'hui, on a deux voies possibles pour accéder au financement, ou l'organisation collective à travers les maîtres d'ouvrage publics qui supervisent les travaux de tous les agriculteurs,
ou la possibilité aux agriculteurs de déposer un dossier en individuel et d'être accompagnés par une autre structure. Ça peut être une structure d'accompagnement agricole comme la chambre, des coopératives, des associations, en fait, toute structure qui est en capacité d'apporter un accompagnement technique. Donc, les maîtres d'ouvrage publics, eux, ont plus de moyens pour l'animation aujourd'hui pour agir sur l'ensemble des volets, donc sensibilisation, travaux, accompagnement des travaux, gestion, valorisation, etc. Et donc, pour mener ces actions, ils nous ont fourni une stratégie qui a été validée par l'ensemble des partenaires financiers. Donc, nous, par exemple, en Bretagne, on sera particulièrement vigilants à ce que les nouveautés du pacte ne viennent pas déstructurer tout ce qui a été imaginé pour les prochaines années, en s'assurant qu'il y ait des projets construits, des objectifs de résultats. Et donc, on travaille avec la DRAF sur ce sujet. L'idée, c'est d'aller plus vite, plus loin à plusieurs, mais pas de générer des concurrences contre-productives. Donc, on est aussi avec le retour d'expérience sur la gestion de dispositifs de ce type assez vigilant à la notion de simplification. Donc, aujourd'hui, c'est des sujets qu'on aborde avec l'État pour essayer de ne pas mettre en place des usines à gaz ingérables derrière, mais d'être bien en capacité d'accompagner des projets qualitatifs et de les payer le plus rapidement possible. En résumé, voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui pour la région Bretagne. Je pense que Grand Est a des compléments à apporter aussi là-dessus. Voilà. Si, donc Céline, si tu veux prendre la parole pour expliquer en Grand Est aussi l'état d'avancement de cette discussion. Oui, merci. En Grand Est, effectivement, alors on n'a pas les dispositifs existants comme en Bretagne, mais je pense que le contexte est un peu le même. On a un appel à projet Tram vert et bleu qui existe depuis 2017, une mesure FEADER qui a été inscrite en post-plan de relance en 2023. Donc, on a déjà des choses qui se passent sur la plantation et on a clairement une volonté politique des élus de jouer la complémentarité avec la DRAF pour les appels à projets du pacte de la haie, que ce soit sur le volet d'instruction des demandes, le calendrier de mise en œuvre, l'inscription du végétal local, parce qu'effectivement, on l'a vu, donc c'était pas encore une prescription dans nos dispositifs, mais c'est en réflexion pour 2024, maintenant que la filière s'est bien structurée en Grand Est, de l'inscrire, et puis de pouvoir effectivement être coordonné entre la TVB, le FEADER et le pacte de la haie. C'est aussi le cas sur la question de construction d'un barème. On est dans un contexte où cette complémentarité, on l'a déjà joué dans le cadre du plan de relance, puisqu'on a eu une mobilisation des fonds FEADER pour compléter sur les fonds de l'État sur le plan de relance avec un guichet unique, une instruction unique, une répartition des cofinanceurs, notamment la région, les agences de l'eau, le FEADER et l'État. Donc, on sait faire des choses, on sait se coordonner. Donc, l'idée, c'est d'avancer avec la DRAF dans nos discussions actuelles pour voir comment on peut se coordonner encore cette année sur ce volet-là, en restant toujours avec cet objectif de plantation de qualité et de simplification de la mise en œuvre. Voilà, j'ai pas plus d'éléments techniques ou précis parce qu'on est dans les discussions, mais voilà, l'idée c'est qu'on avance dans les prochaines semaines pour arriver à sortir quelque chose qui convienne à tout le monde et qui permette d'être très clair au niveau régional pour les porteurs de projets et pour les structures d'accompagnement. Merci beaucoup de vos deux interventions qui permettent de donner à voir pour les opérateurs de ces deux régions que des coordinations sont en cours entre les programmes. Et donc, pour conclure ce temps, donc, on voit que par rapport à ces questions régionales, on aura finalement trois cas de figure probablement. Donc, des régions où il y aura uniquement le dispositif de la DRAF, enfin des DRAF, enfin le dispositif de l'État, donc voilà, qui se met en place de toute façon dans toutes les régions. Dans quelques régions, donc une coordination entre les programmes, donc coordination qui est en train de se discuter. Donc on vient de voir avec Bretagne et Grand Est. Et voilà, je ne suis pas sûre qu'il y aura beaucoup d'autres régions que ces deux-là pour l'instant, mais c'est en tout cas intéressant parce que ça montre aussi que cette coordination, on aura besoin des financements du FEADER et de l'État dans un moyen terme si on veut atteindre les objectifs annoncés dans le cadre donc, de la planification écologique. Donc, on a besoin que les régions ne se désengagent pas. Et du coup, il y a aussi une troisième cas qui est probablement en train de potentiellement de se mettre en place dans les réflexions de certaines régions.
c'est d'avoir le dispositif des DRAF et des régions qui accompagnent en parallèle sur des projets complémentaires. Donc, on a entendu que c'était le cas, par exemple, en Centre-Val de Loire, où ils réfléchissaient d'aller sur le volet de la restauration des haies existantes. Voilà, donc tout est encore en attente sur le volet régional, mais cette enveloppe nationale remet sur la table des chantiers de travail autour de ces différents dispositifs. Voilà, le webinaire est terminé. Donc, espérons avoir répondu à un certain nombre de vos questions, puisque on a essayé de mettre l'accent sur des points qui nous semblaient nouveaux, intéressants à faire valoir, parce que par rapport au programme précédent que vous aviez pu mener, de vous faire savoir aussi les ressources qu'on va essayer de travailler, de mettre en œuvre. Il y aura d'autres webinaires sur des choses beaucoup plus précises. On a parlé par exemple sur la régénération naturelle assistée. On aura des choses sur l'outil plantation, ce qui va être très opérationnel très vite. Il y en a un donc, dans très peu de temps, jeudi, sur végétal local, spécifiquement sur cette thématique-là. Donc c'était un peu long, on s'excuse, mais bon, on avait beaucoup de matière à vous apporter pour pouvoir vous lancer sur ces appels à projets. Merci de votre participation. Au revoir.